Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Il faut dire que l'année 1960 marqua une nouvelle étape dans l'histoire du Mali qui allait s'affirmer au milieu des autres pays africains comme une république véritablement indépendante. Modibo Keïta, qui considérait la présence de l'armée française sur son sol comme une atteinte à sa souveraineté, avait alors demandé le départ de celle-ci. La France, quant à elle, ne voulait pas quitter le Mali, décida alors d'organiser un coup d'État contre Modibo Keïta. Mais pourquoi la France en voulait tant à Modibo Keïta? Suivons maintenant le décryptage de la situation par nos analystes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Mali, quand Modibo Keïta demandait le départ de l'armée française, Paris répondit par un coup d'État. Messieurs, souvenons-nous, en janvier 1961, Modibo Keïta, soutenant les Algériens dans leur guerre d'indépendance, réclame le départ immédiat et sans condition de toutes les troupes françaises stationnées au Mali, soit 2200 hommes. Nous sommes là en 1961. L'évacuation de la base française de Kati se termine en juin, celle de Thessalite en juillet et celle de Gao, c'était en août de la même année. On parle bien sûr de 1961. Messieurs, il faut également rappeler à nos téléspectateurs que le Mali a été le berceau de trois grands empires. Eh bien, l'empire du Ghana, l'empire du Mali et l'empire Songhai. Il est par la suite une colonie française de 1895 à 1960. Quelques années après son indépendance, il subit la dictature de Moussa Traoré avant de connaître un régime démocratique depuis le début des années 1990. Mais souvenons-nous de ce jour-là. Ce jour du 19 novembre 1968, un coup d'État renverse le président malien Modibo Keïta. Dans la nuit du 18 au 19 novembre 1968, un putsch se prépare au Mali. 14 officiers de l'armée font quadriller Bamako et lorsque la capitale s'éveille, aux premières lueurs du jour, eh bien, le calme règne. Pendant ce temps, Modibo Keïta, le père de l'indépendance, président depuis 1960, fait route vers Bamako, où il revient après un voyage en province. En périphérie de la capitale, à une quinzaine de kilomètres du centre, son convoi est stoppé net par un barrage. Mais qu'est-ce qui a bien poussé ce coup d'État? Voilà pourquoi nous nous souvenons encore aujourd'hui, quand on se rappelle également que depuis des semaines aujourd'hui, les Maliens ont toujours demandé le départ de l'armée française de leur sol. Paris a toujours dit non. Il y a encore quelques jours, comme à son habitude, Emmanuel Macron, dans sa grandiloquence habituelle, a pris l'initiative en narguant justement les uns et les autres, en disant, eh bien si c'est le cas, eh bien on va retirer nos soldats de ce côté-là. Finalement, il a pris la décision de dire à ses soldats de stopper d'abord les manœuvres et on verra plus tard. Voilà pourquoi nous nous demandons ce matin, et surtout cet après-midi, Mali, quand Modibo Keïta demandait le départ des militaires français, Paris répondit par un coup d'État. Mais pour mieux le comprendre, suivons justement cette décision prise par Modibo Keïta en 1961. Écoutons. 11h15, le président Modibo Keïta, chef du gouvernement du Mali, a reçu dans le grand salon de la présidence l'ensemble des représentants diplomatiques accrédités auprès de la République du Mali. Le président Modibo Keïta, qui était entouré de M. Idrissa Diarra, secrétaire politique de l'Union soudanaise RDA, Mahaman Alassane Haïdara, président de l'Assemblée nationale, Madera Keïta, ministre de l'Intérieur, de la Défense et de la Sécurité, Yacouba Maïga, vice-président de l'Assemblée nationale, Mamadou Goulogo, commissaire à l'information, a fait aux représentants diplomatiques la communication suivante. Excellence, je vous remercie de vous être distraite de vos augustes occupations et de vos nombreuses préoccupations pour répondre à mon invitation. L'importance de la communication exige que je vous la fasse moi-même. À l'heure qu'il est, l'ambassade de France en République du Mali est informée par mes soins de la décision de mon parti et de mon gouvernement de voir la France évacuer les bases militaires de Bamako, de Kati, de Gao et de Thessalite, qu'elle occupait du fait des accords franco-maliens signés à Paris le 22 juin 1960 entre elle et la Fédération du Mali et qui deviennent caduques après les événements
du 19 au 20 août 1960 et l'acte de reconnaissance par la France du gouvernement du Sénégal. Acte qui consacre la dislocation de la Fédération du Mali. La République du Mali a affirmé sa volonté de coopérer avec la France sur la base de la non-ingérence dans nos affaires intérieures et du respect de notre souveraineté. La décision de mon parti et de mon gouvernement ne met nullement en cause cette volonté. Elle est l'expression de notre conviction qu'à moins d'abandon volontaire de souveraineté de la part d'un État jeune ou d'accord particulier dans le domaine de la défense, les troupes de l'ex-puissance coloniale ne peuvent stationner sur le territoire de l'ex-colonie aux côtés des troupes du jeune État. D'autre part, le peuple du Mali, l'Union soudanaise RDA et le gouvernement de mon pays ont toujours affirmé leur option en faveur de la politique de non-alignement sur l'un ou l'autre des deux blocs. Cette attitude est en contradiction avec la présence sur son territoire des troupes d'une puissance étrangère à laquelle ne le lie aucun accord et qui, d'autre part, est engagé dans le pacte militaire d'un bloc. Je prie vos excellences d'informer vos gouvernements et d'attirer leur attention sur notre ferme décision de l'évacuation rapide des troupes stationnées en République du Mali. Je vous remercie. Messieurs, vous avez écouté là, il faut le préciser, Modibo Keïta qui demande aux troupes françaises de quitter le sol malien. Docteur Yambin Timba, je vais prendre votre réaction pour dire quand même, voilà, terre entière, que jusqu'à preuve de contraire, les Maliens ont toujours demandé à la France, eh bien, de démanteler leurs bases militaires, et ça a commencé depuis Modibo Keïta. Absolument, absolument, et j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt cet extrait du discours du président Modibo Keïta à l'époque, et je dois vous avouer que j'avais la chair de poule, parce que cela nous replonge dans les enjeux des années 1950 et 60. Le Mali, il faut bien le comprendre, et le président Modibo Keïta en particulier, il faut signaler qu'il est l'un des deux rédacteurs de la charte de l'Union africaine, oui, de l'organisation de l'unité africaine, l'organisation de l'unité africaine. Le rédacteur principal ayant été le président Sylvanus Olympio, qui n'a même pas eu le temps de le parapher parce qu'entre-temps il a été assassiné. Eh bien, on comprend fort bien ce discours lorsqu'on se rappelle qu'il faisait partie du RDA, auquel appartenait Houphouët-Boigny. Houphouët pendant un moment, et puis Houphouët les a abandonnés. Justement, il est devenu l'ami de la France. Non, il l'a toujours, puisqu'il avait même été ministre de la 4e République française. Et il y a des choses qu'on a entendues de la bouche de son ministre, Sédou Badian Kouyaté, que vous connaissez, et qui finalement avait pendant un moment porté la parole du président Modibo Keïta pour rappeler que pour avoir une souveraineté, une indépendance politique et économique pleine et entière, les gens avaient besoin, le Mali avait besoin d'avoir non seulement sa monnaie, et vous savez que le Mali va créer sa monnaie en 62, oui, mais également que le Mali ne pouvait pas continuer à héberger des bases militaires françaises au Mali. Et la dernière qui sera évacuée en septembre 61 sera celle de Bamako, justement. Il est quand même incompréhensible qu'un État indépendant garde dans sa propre capitale une base militaire de l'ancien colon. Il y a quelque chose qui... Donc, il va s'en défaire. Mais essayons de comprendre la position et l'attitude, finalement, les valeurs de Modibo Keïta. Modibo Keïta
c'est le RDA, mais c'est également et surtout le groupe de Casablanca. Dans le cadre au moment où les jeunes États africains accèdent à l'indépendance, il se crée deux groupes qui proposent deux visions radicalement opposées de l'Afrique à ce moment-là. Vous avez donc le groupe dit de Monrovia, dans lequel vous allez naturellement retrouver tous les leaders aliénés de l'époque, Ahidjo, Houphouët-Boigny, Senghor, etc., oui, qui vont donc en réalité aller à Monrovia, et là-bas, ce groupe a d'ailleurs été créé à Brazzaville, et s'appelle le groupe de Brazzaville, et donc ces gens-là deviendront le groupe de Monrovia, qui va avoir pour position l'idée que il faut qu'on respecte les frontières héritées de la colonisation, d'où la fameuse intangibilité des frontières actuelles, et qu'on puisse aller dans une coopération avec les anciens colons, etc., etc. Le groupe de Casablanca était un groupe un peu plus, qui était différent, qui était donc, où vous retrouverez dans les Modibo Keïta, Kwame Nkrumah, Gamal Abdel Nasser, le roi du Maroc, Mohamed V. Oui. Alors, et puis, vous vous rendez bien compte que c'est un groupe très différent. Qui va proposer quoi? Qui propose aux Africains l'intégration africaine? Qu'il faut rapidement aller à la création des États-Unis d'Afrique. Vous imaginez, vous comprenez fort bien que cela ne pouvait être que cela lorsqu'on a Kwame Nkrumah dans le groupe. Et vous avez donc, malheureusement, un certain nombre de leaders qui auraient pu contribuer sérieusement à ce que ce groupe-là soit plus solide. Le Oumyovek avait été assassiné entre-temps. Oui, entre-temps. Ce qui faisait que, par exemple, dans la zone de l'Afrique centrale, vous n'aviez aucune voix. Les seules voix que vous aviez, c'est celles qui allaient dans le sens du groupe. Puisqu'au départ, Boganda est déjà assassiné. Et c'est entre autres choses. Ouais. Donc, en fait, tous les leaders qui soutenaient le mouvement de Casablanca avaient été assassinés en Afrique centrale. Donc, vous n'aviez aucune voix discordante. Vous n'aviez que des voix dans la zone de l'Afrique francophone qui allaient dans le sens, si vous voulez, de la soumission des Africains à l'Europe et à l'Occident de manière générale. Et il y avait cette grogne, ou disons cette attitude qui faisait croire que dès que vous étiez contre l'Europe, dès que vous essayez, tout ce qui se battait pour une indépendance totale était taxé de communiste. Naturellement, Modibo Keïta aura de bons amis soviétiques et je crois qu'au cours d'une émission sur votre plateau, oui, le professeur Mbele qui lui l'a vécu, a passé quelque temps au Mali, moi j'ai jamais été au Mali longtemps, passant par Bamako, mais qui a vécu au Mali, nous a dit qu'il y a beaucoup de Maliens qui parlent le russe. Et d'ailleurs, on comprend très bien qu'à l'époque, avec la venue de tous les conseillers que Modibo Keïta avait fait venir, il y a eu cette proximité. La majeure partie d'ailleurs des partis nationalistes avait été qualifiée de partis communistes. Hein. Ce fut le cas par exemple pour l'UPC. Bien sûr, c'était la seule façon de justifier, c'était une façon de justifier la guerre qu'on leur menait. Oui. Or, vous allez trouver que Modibo Keïta, sur le plan national intérieur, défendait ce qu'on appelait, il parlait de souveraineté nationale et de non-alignement. Oui. C'est-à-dire que après Bandoun, la fameuse conférence de Bandoun, en 1949, voilà, oui, des États qui refusaient de s'aligner soit derrière le bloc communiste ou derrière le bloc capitaliste et qui estimaient qu'il pouvait y avoir d'autres façons d'imaginer le monde, eh bien, beaucoup de pays africains vont accepter, vont contribuer ou prendre pour eux, pour position idéologique, le non-alignement. C'était le cas de l'UPC, mais enfin, on s'en foutait, comme disait Pierre Messmer lui-même. Bon, on s'en fout, quoi. Donc, au fond, Modibo Keïta dérangeait. D'autant plus qu'il va créer sa propre monnaie, oui, va faire battre monnaie en Tchécoslovaquie, et donc dès 62, dès le 1er juillet 62, le Mali a sa propre monnaie. Il évacue toutes les bases, la dernière, celle de Bamako, septembre 61, ce qui veut dire que le Mali devient un État vraiment indépendant. Mais il y a quelque chose qui va se passer. De Gaulle va dépêcher son ministre d'État André Malraux avec une lettre, porteur d'une lettre vers Modibo Keïta. Et il y a un terme dans la lettre de Gaulle qui a attiré mon attention. Désobligeant. Les mots sont extrêmement importants. Les mots ont toujours un sens. Et lorsque vous dites de quelqu'un qu'il est désobligeant, et vous dites à un chef d'État qu'il est désobligeant, il est vexant, il est sec, il est cassant, il est de nature à vous porter à l'énervement. À vous pourrir la vie, il faut bien le dire. En réalité, c'est tout le sens de la lettre qui lui pourrissait effectivement la vie dans cette zone. Alors, vous comprenez très bien que Modibo Keïta n'était pas du tout accepté. Et il va se produire une série d'événements
Souvenez-vous de l'OCRS. Oui. Nous sommes à la période au cours de laquelle on essaie de quelques années avant, on a essayé de constituer l'OCRS. Oui. Dès que le projet va durer jusqu'en 63, et souvenez-vous, dès que l'OCRS est cassé, c'est-à-dire que le projet est complètement brisé, échoué, oui. voilà, qu'il échoue, tout de suite apparaît la première rébellion. Tamazight dans le nord du Mali. Oui. En 1963. Alors, nous avons le Mali indépendant en 60, c'est la fédération du Mali, Mali-Sénégal. En 61, c'est vers la fin de 60 d'ailleurs, ça ne tient plus, les deux États vont se séparer. Se séparent. Et puis, Modibo Keïta évacue toutes les bases françaises, soutient l'Algérie, Bamako, Gao, Tessalit. soutient l'Algérie, le FLN d'Algérie, s'élève contre les tests nucléaires français dans le Sahara et crée sa propre monnaie en 62, oui. ne participe pas à l'OCRS qui conduit à son échec au début des années 63, de l'année 1963. Oui. Au milieu de l'année 1963, il y a une rébellion qui éclate. Curieusement, on va arrêter un certain nombre de Français, de soldats français, la Compagnie du désert, qui avait été créée auparavant par un officier français. On retrouvera donc ces mercenaires parmi cette rébellion-là. C'est-à-dire, vous le comprenez fort bien, et avec une lettre dans laquelle le général de Gaulle menace, en traitant Modibo Keïta de désobligeant, et son comportement de désobligeant, et en menaçant de prendre toutes les dispositions, de prendre acte de ce comportement désobligeant s'il ne change pas, vous comprenez fort bien que ces jours étaient comptés. Et on va donc, naturellement, il va se mettre en place quelque chose qui va aboutir donc à ce coup d'État. Au fond, lorsque vous regardez sur le plan géographique ce que représente le Mali est au cœur du Sahel, en réalité, et du Sahara. Si vous êtes au Mali, vous êtes à équidistance de tout le Sahel. Quel que soit le point du Sahel ou du Sahara, vous êtes pratiquement à équidistance. Vous êtes en plein cœur, vous êtes au milieu. Au milieu. Oui. Or, lorsque vous avez le sud algérien, qui est un scandale en matière d'hydrocarbures, le sud de l'Algérie, oui. Et que vous avez de l'autre côté, à l'ouest, le phosphate, le fer, Mauritanie, etc., et du pétrole qui d'ailleurs continue de ce côté, et que vous avez un peu plus bas vers le Burkina Faso, légèrement au sud-ouest, vous avez de l'or, et à l'est, vous avez l'uranium, la cassitérite du Niger. Vous êtes en réalité, sans compter maintenant au niveau du lac Tchad, tout le pétrole qu'il y a là-bas, vous voyez très bien que le Mali est l'enjeu, le cœur de tout l'enjeu du contrôle du Sahara. Et je me souviens encore de cette vidéo, de cette interview de Houphouët-Boigny en 1954, quand il était encore ministre sous la 4e République. Et il disait, celui qui contrôlera l'Afrique, contrôlera le monde. Houphouët-Boigny qui le dit. Lequel était l'un des penseurs ou organisateurs de l'OCRS. Souvenez-vous. L'un des fondateurs de l'OCRS. Mais bon, on sait que c'est Roland Pré qui va rédiger le document il était la tête de proue, qui va signer le document. Oui. Qui va signer le document, mais que Houphouët était celui qui ira le défendre à l'Assemblée nationale en tant que ministre du gouvernement. Alors, au fond, le Mali, vous avez rappelé qu'il est la base ou le point de départ de 3 grands royaumes. Oui. Songhai, du Ghana, et puis le dernier, c'était lequel? Le royaume du Mali lui-même. Le royaume du Mali lui-même. C'est tellement répondant que oui. Donc, vous avez ces 3 royaumes. Vous avez là aussi un enjeu que nous ne mettons pas toujours en avant, qui est un enjeu, si vous voulez, culturel et un enjeu historique à travers la connaissance. Le Mali, aujourd'hui, dans la bibliothèque de Gao ou celle de Tombouctou, regorge de millions de livres qui racontent précisément quelle est l'origine du monde. Oui. Le problème, c'est que si vous laissez le Mali à la fois avoir de telles connaissances, mais également dans la maîtrise, lui avoir la totale maîtrise de ses ressources minières particulièrement, vous privez de la base à partir de laquelle vous pouvez vous projeter dans tout le Sahara et dans tout le Sahel. Oui. Donc la conséquence, c'est que Modibo, en demandant
cette évacuation de ces bases, était parfaitement conscient que c'était les conditions de l'indépendance et de la souveraineté de son pays. Et il les a accompagnés par la création d'une monnaie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en 2021, l'enjeu qu'il défendait déjà à l'époque nous paraît tellement moderne, nous paraît tellement contemporain, que nous nous demandons comment des gens comme des Modibo Keïta, de simples instituteurs, ont pu être aussi avisés, aussi sages, aussi futés, pour comprendre quel était le fond de la dynamique de l'évolution historique qui pourrait donc aujourd'hui être, dont nous devrions aujourd'hui saisir les ressorts pour libérer nos pays. Donc on comprend pourquoi la France insiste, veut avoir des bases militaires partout, pourquoi elle est revenue au Mali pour avoir de nouveau les bases et couper le Mali en deux pour que la région du Nord est aujourd'hui quasiment une région sous occupation française, un peu comme quand l'Allemagne a occupé le nord de la France, la partie nord de la France, exactement. Donc Modibo Keïta était un visionnaire tout simplement, et il a été puni pour cela par les forces atlantistes. Je crois qu'il est temps aujourd'hui de savoir que nous espérons que Assimi Goïta sera un digne successeur, mais que lui réussira là où Modibo Keïta n'a peut-être pas totalement réussi. Merci pour cette première prise de parole. On va dire bon après-midi au docteur Jean-Paul Bellec qui nous a rejoint. Bon après-midi, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à mes copanélistes, l'équipe technique et bien sûr les téléspectateurs de Feu Vert. Très heureux de vous avoir sur notre plateau. On sait que vous avez eu pas mal de problèmes pour les embouteillages. Vous nous avez dit que vous serez en retard. Merci d'être là cet après-midi. Vous nous avez trouvé justement en plein sujet. C'est en janvier 1961 que Modibo Keïta, président du Mali, avait demandé le départ immédiat, il faut le dire, des troupes françaises stationnées, il faut le dire comme ça, au Mali, soit 2200 hommes à cette époque. Et plus tard, ce sera un coup d'État. La seule chose que lui servira la France plus tard, sera un coup d'État. Oui, mais mené par un autre Malien. Oui, Moussa Traoré. Moussa Traoré. Donc la France fait qu'utiliser les énergies africaines contre l'Afrique elle-même. Oui. Voilà, et combien de temps ça va durer ça? Pourquoi faut-il que les Africains marchent toujours? Et c'est-à-dire que autant Yam Timba, je l'ai bien écouté, enfin en tout cas pour le peu que j'ai pu capter, parce que j'étais en retard. Désolé. Non, vous n'êtes pas en retard, vous êtes en plein cœur. Retard. Je suis quelqu'un de très honnête, Steve. Oh, ben vous savez, quand on dit quelqu'un je ne mens jamais. Oh. Le jour où je mens, il faut vraiment qu'il y ait une vraie cause de vie ou de mort. De cette nature-là. On vous a compris. Tu sais pourquoi je ne mens pas? Parce que ça coûte des points. Moi, je crois en ma hâte. Or, ma place au paradis, notre paradis africain, au sens les champs de Yalou, là. Oui. Voilà. Eh ben moi, j'y tiens. Hein. Donc, chaque fois que je vais mentir, la balance de ma hâte est contre moi. Donc, je ne mens pas gratuitement. D'accord. Oui. Donc, quand c'est vrai, je le dis. Et ça sonne dans tout l'univers. Ma vérité. Je n'ai pas menti. Donc, Yam Timba, pour peu que j'ai écouté, il a fait une observation, à savoir, vous voyez, pendant que je parlais là, du coup, ça me fait un petit trou de mémoire. Non, allez-y, vous allez vous retrouver. Enfin, je vais me retrouver. Bon, en tout cas, je vais chuter sur le nord du Mali. Voilà, et je reviendrai sur ce qui m'échappe là pour l'instant. Le nord du Mali. Le nord du Mali, il faut le situer. Kidal, et c'est 3 régions, Kidal, Tombouctou, Gao. Eh ben, ça ne représente que 1,3 million d'habitants. Mais 60% du territoire malien. En d'autres termes, ça fait moins de 7% de la population totale. C'est-à-dire, les 93% autres sont dans le tiers du Mali. D'autres tiers que les Français ont laissé aux Maliens, au gouvernement malien, je veux dire. Voilà. Et ensuite, c'est pas tout. Cette population touareg dont on chante à chaque fois, que ce soit les rébellions ou autres, bref, elles sont l'objet de manœuvres de Paris, voilà, sont minoritaires à Kidal même. Parce que c'est un État où les Touaregs sont les plus nombreux, c'est à Kidal. Malheureusement, même à Kidal, les Touaregs sont minoritaires. Et les Touaregs sont minoritaires sur tout le territoire malien, y compris à Kidal. Les Bambara sont bien plus nombreux. Les Peuls sont bien plus nombreux. Les Songhai ont fait la somme de tous ces gens-là. Les Touaregs, c'est très peu de choses, y compris à Kidal. N'en parlons pas de Tombouctou, Gao et maintenant le reste du Mali. Ok? Donc les enjeux sont énormes. Moi, je me demande comment 2000 soldats peuvent prétendre dominer un territoire de plus d'1,2 million km². 2000 soldats. Il faut vraiment que le ridicule là s'arrête. En d'autres termes, le défaut est de notre côté, parce que c'est sa répétition. Voilà. Oui, maintenant j'ai trouvé. Quand Yam Timba a fait sa chute en disant que comment Modibo Keïta a eu une telle clairvoyance, mais c'est le contraire. C'est-à-dire que
cette clairvoyance est naturelle. Moi, je dirais même, pourquoi ceux qui l'ont précédé ne l'ont pas eu? Et pour ça que ceux qui viendront après ne l'ont pas. En tout cas, tu le souhaites pour Goïta. Voilà. Ceux qui nous ont précédés ne l'ont pas eu, ça on peut comprendre. Parce que l'Afrique était déjà déstabilisée par l'esclavage et la colonisation est venue parachever le travail. Donc, nos populations étant déjà très désorganisées, les empires qui ont pu tenir ont eu des mathématiciens de la qualité de Mohamed Ibn Mohamed Al-Fulani Al-Kishnawi. C'est le Katsina au Nigeria, les États Haoussa. Ok? Voilà. D'ailleurs, on voit la densité de population au Nigeria. Les autres qui ont été largement déstabilisés, comment tu veux comme on disait, est-ce que quelque chose de valable peut naître à Bethléem? Ben oui. Si partout c'est déstabilisé, si quelqu'un sort de là, c'est un miracle. Sinon, il y aura des types ou types. Parce que quand on parle de les Africains, comment on dit les Africains, type ou type, ça c'est Zanzibar. Bien sûr. Et c'est le 19e siècle. C'est-à-dire que la pourriture de la pourriture, voilà ce qu'a pondu le système esclavagiste occidental, jusqu'à ce qu'il y ait un tout type qui était un Africain, effectivement, qui a... Et bien lui, il se fait ça passer pour arabe, qui a pratiqué l'esclavage. Ça, c'est le 19e siècle. Et ça ne peut pas suffire pour dire que les Africains sont coupables de ce qui leur est arrivé. C'est faux. Ça, c'est vers la fin. Il y a eu un collaborateur comme celui-ci. C'est le 19e siècle. Mais c'est pour montrer que les Occidentaux ont tellement déstabilisé l'Afrique et pourri l'air même africain qu'il n'y avait plus vraiment, sauf des îlots, comme au Nigeria, les royaumes Haoussa, mais beaucoup d'endroits en Afrique, et peut-être les... Et il faut également préciser que l'Empire du Mali allait jusqu'au nord du Nigeria. Oui, bien sûr. Ça, il faut le préciser. Bon, je crois que vous avez déjà fait l'historique. Allons-y, en tout cas, on attend d'entrer. Mali, Songhai. Songhai, oui. Bon, Mali, c'est un peu une réduction par rapport à l'Empire de Ghana, qui s'appelait l'Empire de Ouagadougou. Oui. C'est des empires parce que c'est un assemblage de royaumes avec beaucoup de peuples, comme vous voulez, ethnies différentes, pour que tout le monde s'entende. Oui. Voilà. Bon, alors, donc il y a eu Mali, après il y a eu Songhai. Songhai, c'est une extension par contre du Mali, c'est beaucoup plus grand. Et bien sûr, ça arrive jusqu'au Nigeria, et ça va... Continue en tout cas dans votre... Donc le Mali, c'est un pays d'histoire. Effectivement, on a les manuscrits de Tombouctou, mais pas seulement. La plupart des Maliens ont des manuscrits, surtout quand on va dans les zones désertiques. Pourquoi? Parce que l'avantage des zones désertiques, c'est qu'ils creusent le sable et enterrent les manuscrits, ce qui permet de mieux les conserver. C'est pas la même chose quand on va du côté de la frontière ivoirienne, Sikasso, où c'est un peu plus vieux. Voilà. Mais par contre, à Sikasso, la résistance malienne se manifeste encore, puisque c'est là-bas qu'on a le Tata. Il y a une grosse muraille de terre qui fait des kilomètres, qu'on appelle le Tata. On a encore un bout à Sikasso. Ça veut dire que les Maliens ont résisté jusqu'à ce que Faidherbe finisse par triompher avec ce système de trahison. Donc la question, maintenant, les troupes françaises. Moi, je pense que il faut en finir. On ne peut pas répéter la même histoire plusieurs fois. Il est temps que Assimi Goïta soit... C'est le nom que nous citons, mais toute la transition, et le peuple malien qui accompagne ça, bien sûr, voilà, en finisse définitivement avec l'occupation française. Et américaine, et anglaise, et scandinave. Et quoi? Il y a même des gens de la Baltique, la mer Baltique. Bien sûr. Vous avez des Estoniens. Des Estoniens. Des Slovènes. Des Slovènes, regarde-moi ça. N'importe quoi. Bon, bref, il est Allemands. Ouais, bon, donc c'est n'importe quoi. Bon, j'ai entendu avant de venir que Macron a décidé d'arrêter toute opération militaire au Mali. Oui. Il reste plus qu'à plier bagages et partir. Oui. Voilà. Nous l'y invitons à le faire. Seulement, nous avons l'œil ouvert parce que nous savons que toute activité terroriste qui va naître à la suite de cette déclaration. Il y a justement des activités terroristes. C'est le cas depuis hier du côté du Burkina Faso, où il y a au moins une centaine de civils qui sont tombés. Eh bien, nous savons que c'est Macron. Voilà. Il déclare, mais il a tous les Africains derrière lui qui vont travailler pour lui. Mais on va les avoir tous jusqu'au dernier. Et Macron ne sera pas réélu. Il ne sera pas réélu. Je viens de le dire. Oui. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Sa candidature n'est pas certaine. Il peut faire comme Hollande, qui ne s'est même pas présenté. Parce que le CRIF, qui gère la politique en France, lui a pas donné l'autorisation. Macron, il a encore quémandé l'autorisation du CRIF, qui lui-même dépend des 13 amis dans les Rothschild de France. Et il n'a pas cette certitude. Toute son agitation en Afrique ayant échoué, il n'a pas la certitude d'avoir son mandat. Il n'aura pas. Même l'argent qu'il voulait à travers le Covid, ils vendent des faux vaccins là. Il n'aura pas. Les Français ne veulent pas de lui. Donc, s'il se présente, si d'aventure se présentait malgré tout, c'est pas sûr qu'il passe le second tour. Si d'aventure il passait le second tour, c'est la porte ouverte à Marine Le Pen. Parce que cette fois-ci, plus personne ne votera Macron. Ni les Français, ni même ceux qui... En espérant justement que les 13 familles ne vont pas sortir un autre candidat sous le chapeau. C'est l'autre possibilité. Oui. Bon, je chute là-dessus, si. C'est pas l'autre possibilité.
Omer Seda, jusqu'à preuve de contraire, il faut quand même dire qu'Emmanuel Macron a annoncé la fin des opérations militaires du côté du Mali, mais on connaît également qu'il y a toujours une base militaire au Mali, et c'est ce que les Maliens réclament. Il faut également préciser que vendredi dernier, ils étaient des milliers dans les rues pour demander le départ simple, il faut le dire, de l'armée française. Comment est-ce que je devrais avoir confiance? Je vais croire en ces Français qui ont toujours brillé par Monsieur le Duc. Je voudrais, avant d'arriver à répondre à votre question, saluer ce récit historique de Dr Tima qui nous a permis de comprendre des choses dans toute leur quintessence. Oui. Et là, tout en rendant hommage, un vibrant hommage à Modibo Keïta, à Sylvanus Olympio, à Oumniobé, j'aimerais m'essayer dans un rôle d'artiste pour rappeler à Quai d'Orsay, à Matignon, à Élysée, cette note musicale fredonnée par un digne fils d'Afrique qui disait déjà: Armée française, allez-vous-en de chez nous. Nous sommes des États indépendants et souverains, et votre présence militaire entrave notre souveraineté, confisque notre intégrité, et ça peut plus durer. Alors, alliez-vous en France. Stingos, lorsque je l'ai dit, il faudrait que les choses soient claires. Moi, je ne voudrais pas me jeter dans le débat avec une vision universitaire, du grand intellectuel. Mais je vais partir sur la base de ce que vous avez posé là sur la table du débat. Oui, comme thème. Mali, quand Modibo Keïta demandait le départ de l'armée française, Paris répondit par un coup d'État. Moi, je vais pas à pas. Mais je me pose bien la question. J'ai entendu parler de Kidal, j'ai entendu parler de Tombouctou, j'ai entendu parler de Gao. Sont-ce là les régions de la France, le département de la France? Nous sommes au Mali. Que font les troupes françaises au Mali? Voilà une question. Mais ces généraux français me diront qu'ils sont là pour la sécurité. Mais comment pourrait-on comprendre, cher Steve, Oui. que de nombreuses opérations militaires en Afrique, et particulièrement dans ces zones, opération Barkhane, opération Serval, opération Hypervier, qui vont dans le sens de la lutte contre le terrorisme. Alors, le terrorisme ne s'achève jamais. Et curieusement. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre? N'est-ce pas une façon de nous dire que toutes ces opérations ont un rôle autre que celui du maintien de la sécurité, de la paix? Et lorsque je l'ai dit, je comprends aisément. Je comprends aisément que le discours que Modibo Keïta avait tenu était un signal pour faire comprendre que l'Afrique, et particulièrement cette zone, n'est zone africaine que sur les papiers, parce que Paris a décidé mathématiquement d'en faire une zone exclusive à elle. La preuve, Modibo Keïta n'a rien demandé d'autre. La non-ingérence de la France dans les affaires internes du Mali. Modibo Keïta n'avait rien demandé d'autre que le respect de la souveraineté du peuple malien. Comment comprendre donc que lorsqu'un État indépendant, lorsqu'un État souverain demande à la base à l'ex-puissance colonisatrice de lui foutre la paix, entre guillemets, c'est pas un mépris, ça veut simplement dire nous sommes indépendants. Indépendants suppose que nous allons nous prendre en main, nous allons battre monnaie, et si Modibo Keïta l'a fait, je ne trouve en aucun cas une quelconque volonté manifeste de s'opposer à la France, mais c'était l'expression même déjà de la souveraineté du peuple malien. Mais curieusement, si nous allons là avec la charte de l'impérialisme, si nous comprenons la politique française en Afrique, nous convenons que la France n'a jamais été pour la libéralisation, je veux dire la libéralisation de la pensée politique en Afrique. La preuve, les enjeux sont nombreux. Dr Timbala s'y bien dit. Qui contrôle le Mali contrôle pratiquement toute la zone. Une très grande zone d'ailleurs, hein. Ça commence avec le CRS, ils y avaient pensé. Et là, Dr Timba a fait mention de beaucoup d'aspects. La France, avec ses bases à Kigali, à Menaka, en réalité cherche à contrôler l'uranium du Niger, cherche à contrôler l'or du Mali, Faso, oui. du Mali déjà aussi. Et faut-il le rappeler, imaginez-vous un pays comme la France, qui n'a pas de mine d'or, mais qui est la 4e puissance
mondial en matière de réserve. Quatrième réserve d'or mondial. D'or mondial, avec 2436 tonnes de réserve. Curieusement, le Mali, qui a une cinquantaine de mines d'or, n'a pratiquement pas de réserve. Cela nous permet de comprendre aisément que ce qui se passe du côté du Mali n'est autre qu'une volonté manifeste de Paris de pouvoir, avoir la main mise sur les richesses de l'Afrique, sur les richesses de cette zone, et ce d'autant plus que les coups d'État répétitifs, parce que le Mali en a connu 4, partent toujours à 15 km de Bamako. Et ces coups d'État fomentés par les Maliens, Dr Beleg l'a si bien dit, il s'agit des Maliens, mais ce que je veux appeler les Blancs à la peau noire, ces pantins, ces Maliens, ces Africains qui ont pour rôle de permettre au grand maître gaulois de pouvoir avancer dans sa tâche, dans son rôle de conquistador. Et je voudrais sortir tout en rappelant simplement que tant que les bases françaises vont demeurer en Afrique, l'Afrique ne connaîtra jamais la paix. Tant que le Mali ne va pas se débarrasser, autant pour moi, des bases françaises à Kigali, à Ménaka. Pas seulement la France, pas seulement le Mali, presque tous les autres pays africains. Et je comprends là, et j'insiste là-dessus de façon très simple, pour faire terre à terre, comme on dit. Les bases françaises en Afrique constituent une base arrière pour les rebelles afin de renverser des présidents dissidents qui vont chercher à lever la tête et revendiquer en quelque sorte la liberté, la souveraineté, l'indépendance monétaire, l'indépendance politique des jeunes États africains. Et ça ne peut que franchement irriter, ça ne peut que nous pousser à dire l'heure est venue de demander à tout le peuple malien de s'unir derrière cette dynamique militaire qui a choisi de continuer l'œuvre de Modibo Keïta en 2021. Albert Anatola ici, quand Modibo Keïta demandait le départ de l'armée française, Paris répondit par un coup d'État. Paris va-t-elle continuer à répondre par un coup d'État lorsque les dignes fils de l'Afrique vont se lever contre elle? Et est-ce que les Africains ne vont pas également prendre leçon pour dire nous n'allons pas suivre la France? Parce que le docteur Belek a également souligné ce détail. C'est toujours les Africains qui s'alignent. À quand est-ce que ça va s'arrêter? Je voudrais, avec votre permission, Steve Longos, plonger dans le protocole de Toronto. Oui. C'est eux qui le disent, je ne suis pas des mondialistes. Et je crois qu'ils ont peut-être raison, peut-être pas cette fois, de prétendre que les peuples n'ont pas d'histoire. De mémoire historique. De mémoire historique, oui. Que les peuples n'ont pas de mémoire historique. Ils ont tendance à répéter les mêmes erreurs qui aboutissent forcément aux mêmes conséquences. Et quand je dis cela, permettez-moi d'entrer dans le factuel. C'est-à-dire que les Africains, d'une manière générale, ne tirent pas des conséquences réelles des méfaits de l'histoire, des assassinats politiques, de la perfidie de l'impérialisme. Ne donnent pas la réponse appropriée qu'il faut face à des menaces, parce qu'il s'agit d'une menace. Lorsque vous avez, parce qu'en réalité, la thématique que vous avez mise sur la table cet après-midi pose 4 problèmes de fond. Le premier problème, de manière globale, ça pose la problématique de la souveraineté, de la souveraineté économique, des indépendances et politiques, tout ce que vous voulez. Mais de manière fondamentale, ça pose le problème des accords de coopération. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que lorsque Modibo Keïta prononce ce discours, il se réfère aux accords qui liaient le Mali à la France avant les indépendances. Oui. Maintenant que le Mali a accédé à son indépendance et qu'il constate que malheureusement, il y a encore la présence des troupes françaises sur son territoire. 2200 au total. Il décide, demande donc de s'en aller. Le dernier contingent militaire français part, je crois que c'était le 20 janvier 1962. Le dernier contingent. Eh bien, et pour donc cela, parce qu'il est dans ce que tout à l'heure le docteur a indiqué comme étant, il avait une vision pour le Mali. C'est-à-dire une vision de souveraineté globale. La preuve, c'est qu'il a pu mettre
en place une monnaie. Parce qu'il avait des ambitions de développement économique. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il s'est passé justement que la France a utilisé, comme d'habitude, des relais. Ce relais s'appelait Moussa Traoré, qui lui fait un coup d'État en 1968. Oui. Sous le fallacieux prétexte et avec la complicité même des Maliens, une certaine classe politique malienne, qui présentait Modibo Keïta, nationaliste, il faut le dire, panafricaniste, il faut également le préciser, parce que vous savez, la France a un problème avec les nationalistes. C'est son pire cauchemar. Alors, lui, il a eu beaucoup de chance. Modibo Keïta, il s'en est sorti vivant. Peut-être qu'il s'est retrouvé au camp militaire de Kati, vivant, mais il est mort dans quelles conditions? Étant dans ce camp militaire, parce qu'il n'a jamais retrouvé sa liberté, du fait de la simple volonté, de M. de Gaulle, ça il faut le préciser. Donc, il a donc utilisé ces relais maliens qui ont présenté Modibo Keïta comme étant un dictateur. Parce que ce n'est pas un mot qui date d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a présenté Modibo Keïta comme étant un autocrate, un dictateur pour son peuple. Alors, bref, il fallait lui faire un coup d'État. Et ce qui s'est passé. Et finalement, Paris qui est sorti par la porte est revenu par la fenêtre. C'est-à-dire qu'on a remis sur la table les accords de défense, les accords. Sous Moussa Traoré, hein, il faut également le dire. C'est ce qu'il faut dire. C'est-à-dire qu'il est sous Moussa Traoré, oui, c'est Moussa Traoré qui a signé tous ces accords. Oui, justement, parce que De Gaulle, c'était la condition, parce que c'était lui qui l'a accepté. Oui. Il a dit, est-ce que tu acceptes justement revenir, remettre sur la table nos accords? C'est pour cette raison qu'il a été à Dubaï, qu'il a été imposé là aux Maliens, M. Moussa Traoré. Donc, on remet donc sur la table les accords de défense, les accords commerciaux, les accords culturels, les accords monétaires. C'est ça le problème de tous les pays africains. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je pense qu'une émission comme celle-ci, avec une thématique comme celle que nous développons, c'est là que nous débattons, c'est devrait amener, à mon sens, la jeunesse africaine d'une manière générale et de manière particulière à comprendre les enjeux historiques, où se trouve la perfidie, où se trouve la trahison. Paris est coutumier de la désinformation et de la manipulation. Mais Paris dit, Macron dit que les troupes françaises ne vont plus cesser leurs opérations conjointes avec l'armée malienne. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus partis. Ils sont partis. Ils ne sont pas encore partis. Ils sont toujours là. Ça veut dire qu'ils sont sur le territoire malien, mais ils ne vont plus faire des opérations conjointes avec les forces armées maliennes. Il faut que la nuance soit comprise. Le faisait-il avant Albert Anatoly ici quand on parle justement d'opération conjointe? Il le faisait de temps en temps. De temps en temps, il le faisait. De temps en temps, vous savez ce que ça signifie en français, Albert Anatoly? De temps en temps également, il formait les femmes. C'est faut le dire. Donc, ils vont donc continuer à occuper l'espace, les grands espaces du territoire malien, sans l'armée malienne, sans la présence des forces maliennes. C'est-à-dire que nous avons là justement l'illustration de ce que nous appelons les forces d'occupation. C'est-à-dire, vous avez la force Barkhane qui va se déployer sur un territoire qui est étranger, qui n'appartient pas à la France, en compagnie des soldats de l'ONU, des soldats de Takuba, mais sans la présence d'un autre regard, c'est-à-dire le regard inquisiteur, un regard de contrôle des forces maliennes. Ça veut dire qu'ils sont capables de faire tout ce qu'ils veulent, puisque dans tous les cas, il y a une grande partie du territoire malien, oui, n'est-ce pas, qui n'est pas contrôlé ni par l'autorité centrale, ni par le pouvoir central, ni qui ne fait l'objet de quelques services publics que ce soit. Voilà donc la réalité du Mali. Donc, que Paris dans le chantage et dans le mensonge comme d'habitude, donc ils ne peuvent pas, ils savent que Macron sait qu'il doit sa survie. La France doit sa survie politique, économique, diplomatique, militaire, en occupant dans le cadre de ces opérations extérieures, comme ils appellent dans le jargon militaire, oui, des OPEX, des opérations extérieures. C'est ça qu'il s'agit. Donc, il faut plonger il faut sortir de... on va essayer de parler aux téléspectateurs de manière très très simple, pour que ce soit compris par tout le monde. Donc, aujourd'hui, le problème malien, c'est quoi? C'est un problème de souveraineté. Je pense que Paris est souverain. La France est un État souverain. Mais au nom de quoi on devrait dénier
le principe de souveraineté au Mali et aux Maliens. Au point où, maintenant, tout à l'heure, le docteur Seda le disait, on commence à instrumentaliser l'opinion en prétendant qu'il y a un sentiment anti-français. Mais s'il y avait un sentiment anti-français, comme ils le disent, monsieur les dirigeants français, il n'y aurait pas de comptoirs commerciaux français sur le continent africain. Et il n'y aurait pas de diplomates français sur le continent africain. Ça, il faut le dire. Il n'y aurait même pas de ressortissants français sur le continent africain, mais pourtant ils sont là. Il faut donc que c'est des informations. Le problème des Africains, de la jeunesse africaine, c'est l'arrogance, la condescendance des dirigeants français. Ça, c'est un problème. C'est un gros problème pour les Africains. L'arrogance, la condescendance et la perfidie. Maintenant, pour terminer et pour sortir de là, je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique est à la croisée des chemins. Lorsque je parle de l'Afrique, je parle du Mali. Ce qui se passe au Mali, ça doit concerner le Gabon, ça doit concerner la Côte d'Ivoire, oui. Ça doit concerner le Burkina Faso, où il y a déjà justement un autre couloir d'actes terroristes. C'est quand même, c'est une curieuse coïncidence que pendant que Macron est en train de partir, soi-disant, du Mali, il y a un autre couloir, n'est-ce pas, d'insécurité qui vient d'être surenchéri du côté, n'est-ce pas, du Burkina Faso. Donc moi je pense que ce qui se passe au Mali, ça interpelle les Camerounais, ça interpelle les Sénégalais, je parle de la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, il y a un problème. Pourquoi est-ce que les politiques africains ne se saisissent pas de ce genre de choses, de ce genre de problématiques? Vous savez pourquoi? Parce que chacun doit aller prendre sa feuille de route à Paris. Oui, si chacun doit aller prendre sa feuille de route politique. Chacun doit aller prendre sa feuille de route politique à Paris. Chacun doit aller prendre son quitus prudentiel à Paris. C'est pour cela qu'ils ne se saisissent pas véritablement des véritables problématiques. Docteur Yambin Timba, la France a déclaré haut et fort qu'elle a arrêté ses opérations militaires avec l'armée malienne, mais elle demeure quand même sur le sol malien. Pour bon nombre d'Africains, depuis quelques jours d'ailleurs, ils ne demandent pas le départ, ils exigent, c'est le terme utilisé d'ailleurs par nos internautes cet après-midi, ils exigent le départ des troupes françaises du sol africain. Qu'attendent encore les troupes françaises sur le sol malien et sur le sol africain? Il faut également préciser par ailleurs qu'actuellement, du côté de la République centrafricaine, la France est en train de s'en aller en catimini. En Centrafrique, elle n'avait pas vraiment le choix. Je crois que lorsque la Centrafrique aura le même impact que Bien Dien Phu au Vietnam dans les années 50, en 1954. Oui. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, on peut se permettre sur France 24, sur Africa News, de dire que oui, mais vraiment, il y avait quelques Maliens qui défilaient, vraiment, en Centrafrique, il y a si. L'histoire est là, les faits sont têtus. Oui. C'est Bien Dien Phu bis en Afrique. Et il va y avoir Bien Dien Phu 3 au Mali bientôt. Mais pourquoi d'abord l'armée française est-elle revenue? Et pourquoi, au fond, y a-t-il 30 000 soldats atlantistes au Mali? Au Mali. Souvenez-vous que depuis 1990, ou disons depuis à partir de 1990, ou depuis d'ailleurs la fin des années 70, vous remarquerez que tous les couloirs énergétiques sur la planète sont des zones de conflit. L'Afghanistan, la Syrie, le Nigeria, donc avec le Biafra et tout ça, le Cameroun, le nord du Nigeria, le nord du Cameroun, le sud-ouest du Cameroun, oui. Le Congo, Brazzaville, la guerre du Poule, vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé là-bas avec Pascal Lissouba, et puis vous avez la RDC, et vous avez eu des mouvements, alors vous avez la Côte d'Ivoire, et vous avez eu à un moment donné où la Casamance a essayé de devenir un problème sérieux. Du côté du Sénégal? Sénégal. Oui. En fait, il faut comprendre qu'on a un certain nombre de couloirs énergétiques sur la planète, particulièrement dans un certain nombre de pays où on sent qu'il n'y a pas une vraie force capable d'empêcher leur exploitation à vil prix. Vous savez, le Brésil s'est lancé dans un programme lourd d'armement et de renforcement des capacités de son armée à la fin des années 70 ou au début des années 80, lorsque les immenses réserves pétrolières ont été confirmées au large du Brésil.
tout le monde sait que quand vous avez de telles ressources, il vous faut développer les capacités de les protéger. C'est tout. Et il se trouve que chez nous, ce n'est pas le cas. Il y a eu, dans les années 90, fin des années 80, début des années 90, pendant les années 90 et début des années 2000, un grand espoir d'échapper au pétrole, et particulièrement au pétrole du Moyen-Orient, à travers un certain nombre de technologies nouvelles, telles que l'EPR, qui est un réacteur de nouvelle génération, les soleils artificiels, etc., et les gaz de schiste. Il s'est trouvé que de ces trois options, en fait, l'Occident est battu. La Chine, aujourd'hui, a pu arriver à un soleil artificiel de plus de 160 millions de degrés et espère que grâce à ça, elle va échapper à l'utilisation des énergies fossiles. Alors, la problématique de l'énergie est extrêmement importante lorsque nous analysons les problèmes géopolitiques de plus en plus dans les couloirs énergétiques que nous pouvons identifier en Afrique comme celui du Mali. Et il se trouve qu'avec la pandémie de la Covid-19, vous avez dans le monde occidental une chute de 40% du PIB, autour de 40% du PIB de ces pays-là. Or, pour relancer leurs économies, il va falloir tabler sur deux choses. La première, s'assurer que l'accès aux matières premières et surtout aux énergies fossiles est facile et le coût est tout à fait réduit. La deuxième chose, s'assurer qu'un certain nombre de marchés vont rester véritablement des zones de consommation uniquement et que ces zones-là ne feront pas concurrence à leurs industries qui sont de plus en plus fragilisées. Surtout lorsqu'on regarde la puissance de la Chine et toute la force que la Chine a gagnée ces derniers temps avec sa façon de gérer la pandémie. Et on a vu toute on a vu toute son insistance sur la partie économique. Vous regarderez l'Afrique en vous disant, oui, on défend les enjeux de souveraineté nationale, etc. D'accord, mais ça c'est le jeu. L'enjeu derrière est économique et est un enjeu de contrôle de la planète. Et vous regarderez que c'est à la fin des années 90, début des années 2000, que les Américains ont créé l'AFRICOM. Les Américains ont la prétention de régenter le monde en l'ayant divisé en zones de commandement militaire. D'ailleurs, ils viennent même de créer également la zone de commandement de l'espace. Bref, bientôt, ils vont avoir peut-être la zone de commandement de l'univers. Bon, ils ont tout cela. Et ils ont créé AFRICOM. Les Africains leur ont opposé une fin de non-recevoir, particulièrement le Cameroun, puisqu'ils voulaient l'installer à Campo. Et ils sont quand même allés l'installer en Allemagne. Pourquoi les Américains avaient-ils décidé de créer un haut commandement de l'Afrique? Et pour quelles raisons aujourd'hui avons-nous 30 000 soldats de nationalité de l'OTAN qui sont au nord du Mali? C'est la suite de ces événements-là. Vous devez pouvoir contrôler le Mali. Il y a cette zone, le Mali et le Sahara et le Sahel. Justement, parlant du Mali, docteur Amtima, sans vous couper, on sait également que la Banque mondiale arrête toutes les transactions de paiement pour le Mali. Et beaucoup d'Africains aujourd'hui sont en train de se demander comment est-ce que le pouvoir de transition va pouvoir s'en sortir dans ce cas-là. Le fond du problème, c'est que le seul verrou que cette transition a, c'est le franc CFA. Si le pouvoir pouvait, mais c'est une opportunité historique. C'est une opportunité historique pour le Mali de se défaire. Cuba a disparu parce qu'il y a eu un embargo. Pas du tout. La Banque mondiale ne faisait pas d'opération là-bas. Pas du tout. Cuba est là. Elle se porte mieux que la plupart des pays qui ont été là. Mais monsieur, depuis 1959, Cuba est sous embargo. Est-ce que Cuba se porte moins bien que le Cameroun? Est-ce que Cuba se porte moins bien que, je ne sais pas moi, l'Angola ou... Donc c'est une occasion pour c'est une opportunité le pouvoir malien de créer sa propre monnaie, comme ce fut le cas pour Modibo Keïta en 60. L'esprit européen est tourné selon la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel. Deux personnes se rencontrent, il faut absolument que l'une d'elles devienne l'esclave et l'autre le maître. Le conflit qui va naître doit les départager et leur donner ces deux positions qui sont les seules que l'esprit européen connaît. Le maître, l'esclave. Donc le Mali a le choix. Décider d'être le maître du territoire malien en disant c'est une opportunité historique, en leur tenant le discours que Modibo Keïta leur avait tenu en son temps,
en leur disant, écoutez, ce ne sera pas facile, mais nous sommes capables d'y arriver. Nous pouvons y arriver, nous ne devons plus accepter d'être des esclaves. Si vous faites ça, vous avancez. Si le Mali décide de créer sa propre monnaie, sortir du franc CFA, décide de convaincre ses amis politiques. On a vu Assimi Goïta, qui avait déjà appelé les Russes au secours, relancer cette demande-là. Si aujourd'hui, ils ont le soutien des Russes, des Chinois, et le soutien de la jeunesse africaine panafricaniste, je pense que le Mali peut s'en sortir. Vous savez, on peut mettre en place une plateforme de solidarité avec le Mali. Nous devons savoir que rechercher la souveraineté et l'indépendance de l'Afrique ne doit pas être que des mots. Nous pouvons, par exemple, dire aux Maliens, qu'est-ce que vous produisez? Ils vont nous dire, nous produisons des tissus, etc. Nous décidons, par exemple, au Cameroun, nous n'importons plus les tissus qui viennent d'ailleurs, nous remplaçons ça par les tissus qui viennent du Mali. Nous soutenons le Mali. Et en contrepartie, nous envoyons de la nourriture, des médicaments et beaucoup d'autres choses que nous pouvons avoir là-bas. Imaginez que les Africains, pour une fois, se mettent sur une telle plateforme de solidarité continentale. Naturellement, vous allez me dire, oui, mais le groupe de Casablanca avait essayé ça dans les années 60. Ils ont échoué. Oui, mais c'était les années 60. Aujourd'hui, il n'y avait pas d'IBS. Aujourd'hui, il y a d'IBS. Et au moment où je suis en train de parler, des Maliens sont en train de m'écouter. Les gens nous écoutent partout. Partout, ils dans nous le monde. entendent. Partout Donc, dans le monde. Nous devons savoir que nous sommes en guerre. Les Américains ont créé un haut commandement exactement comme on le faisait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça veut dire que les gens sont en guerre. Et ils décident de confier une zone à un commandement. Les gens ont 30 000 soldats qui viennent de pays qui n'ont aucune... C'est-à-dire que vous vous demandez quel est leur enjeu, quel est l'intérêt pour eux d'y avoir des soldats, quel est l'intérêt de l'Allemagne d'avoir des soldats là-bas. Mais l'Allemagne va avoir sa part. En fait, la multiplication des bases militaires sur le continent africain particulièrement, oui, et toutes les autres qui se fait sur le continent, c'est une stratégie pour une conflagration qui risquerait de se produire à tout moment. Aujourd'hui, on sait que l'Occident a le choix. Soit revoir à la baisse son niveau de vie, ce qu'il n'est pas prêt à faire. Quand je parle de l'Occident, je parle des pays de l'OTAN. Oui. Soit il revoit à la baisse leur niveau de vie et leur qualité de vie qui sont surdimensionnés, particulièrement des pays comme la France, qui prennent des matières premières gratuitement, ne les payent pas. Soit ils acceptent de le faire et le monde ira vers la paix, soit ils vont camper sur leur position et en fait une troisième guerre mondiale risque de se produire et elle risque de se produire cette fois-ci en Afrique. Parce que il est fort possible que si ce qui se dessine se produit, ce que la France raconte là, c'est la peur de la Russie. Ce n'est pas la peur d'autre chose. Les histoires de nous on va retirer nos soldats. Oui, mais retirer. Pourquoi quand vous les envoyez, vous nous avez demandé, vous nous avez informé que vous les envoyez, mais retirez-les. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que la Russie, la perspective de l'installation de la Russie après la cuisante défaite de la France que la France vient de subir en RCA, est telle qu'elle préférerait ne pas accumuler une autre défaite et elle veut rentrer. Donc, elle nous dit, je veux retirer mes soldats, après je vais arrêter les opérations et les Maliens, mais c'est quand même extraordinaire. Vous êtes dans le pays de quelqu'un, et vous en plein Mali, et vous dites que vous ne voulez pas faire des opérations, vous voulez arrêter votre coopération militaire, la coopération entre vos soldats stationnés au Mali et les forces armées maliennes. Même si nous savons également, docteur Yamoutiba, que l'armée française faisait également des opérations en solo, hein, sans justement mettre au courant l'armée malienne. Non, en réalité, ils n'ont jamais que quand cela permettait de gérer leur communication, oui, c'est à ce moment-là qu'ils informaient les Maliens ou qu'ils les impliquaient. Ils n'ont jamais eu besoin de travailler avec les Maliens parce que les objectifs pour lesquels ils sont là, oui, mais ce n'est pas pour combattre ce qu'ils appellent les djihadistes. Je vous ai toujours demandé, nos cousins de Kidal, de Gao et de Tombouctou là, qui sont là-bas, djihadistes vient de djihad, la guerre sainte pour la conversion à l'islam. Ces gens-là vous ont déjà dit que c'est ça qui les intéresse. Professeur Mbele, quand vous y étiez, ils ont essayé de vous convaincre
de vous convertir. Non, et puis les Maliens sont déjà musulmans. Alors, non, mais je demande vous qui n'êtes pas musulmans, ils ont essayé de vous convertir. Non, non, pas du tout. Voilà. Alors, ils n'ont même pas essayé de vous convertir. Même pas leur genre. Alors, donc, c'est pas ça leur problème. En fait, leur préoccupation, c'est pas de convertir les gens. Voilà. Donc, quand vous les appelez djihadistes, vous nous en fumez. Vous voulez donner l'impression aux gens qu'on est en plein cœur d'une guerre de religion, il n'y en a pas. Ce qui se passe au Mali, c'est que, et j'ai vu d'ailleurs même les débats de la politique européenne, intra-européenne, quelqu'un comme Mélenchon demandait, mais qui finance les djihadistes? Justement, c'est la grande interrogation. J'ai toujours posé cette question ici. Qui finance les djihadistes? Qui finance les terroristes? Vous voulez faire la guerre aux djihadistes, mais vous faites la guerre au concept maintenant. On ne fait pas la guerre au concept, mais si on fait la guerre à des êtres humains, à des gens sérieux, à des gens physiquement identifiables. Si vous dites les djihadistes, c'est un concept. Est-ce que vous faites la guerre au concept de terrorisme? C'est un concept. Mais si vous voulez penser qu'il y a des terroristes et qu'ils ont un visage, mais vous ne financez pas celui qui porte une arme ou celui qui porte... comment on appelle ça? Djellaba. Les djellaba, non, avec une grosse barbe. Ce qui va exploser là. C'est pas les ceintures explosives. Les ceintures explosives, mais c'est pas celui-là que vous, c'est pas seulement celui-là, parce que l'arme qu'il a, la ceinture explosive qu'il a, etc. Ça a coûté quelque chose. Ça a été financé par quelqu'un. Voilà. Donc vous faites la guerre à celui qui finance ces choses-là. À ce moment-là, vous êtes sûr qu'il y aura plus de terrorisme, il y aura plus de djihadisme. Donc au fond, que la France veut retirer ses soldats, nous le comprenons fort bien. Mais si elle a peur de la Russie aussi, ça aussi on le comprend. Et si elle a peur de la coalition des Africains aussi, ça aussi on le comprend. Ce sont des choses normales, historiques, qu'on a vues par ailleurs. Hein, donc il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Nous sommes des êtres humains. Il est parfois normal que certains aient peur des autres. Bon, mais maintenant, qu'elles attendent une réaction des Africains est plutôt la chose qui, moi, m'étonne. Pourquoi vous voulez que les Africains réagissent à une chose qui vous concerne? Il se trouve que, par contre, au regard dans la situation actuelle, j'aime l'idée que la transition actuelle, on a déjà vu que la réunion d'Accra a permis de mettre en minorité tous les pions français et tous ceux qui ne pensent qu'à servir leur maître et veulent absolument écraser le Mali. La Banque mondiale ne veut plus travailler avec le Mali, eh bien, que les Russes fassent quelque chose, que les Chinois fassent quelque chose, et surtout que les Africains fassent quelque chose pour le Mali. La France veut partir, et donc là, on peut l'aider à ramasser ses affaires, on l'accompagne à la frontière. Bon, d'ailleurs, c'est tout ce qu'on demande depuis toujours, qu'elle aille un peu s'occuper de ses propres problèmes. Et à partir de là, nous allons organiser, les Maliens vont s'organiser beaucoup mieux entre eux pour relancer la construction de leur pays. Et je crois que malheureusement, la France n'est pas prête. Les Occidentaux ne sont pas prêts. Pourquoi ils ne sont pas prêts? Ils ont besoin des matières premières de l'Afrique gratuitement sous le couvert du franc CFA et de l'euro. Et comme ils veulent absolument les avoir, parce que c'est le seul moyen qu'ils ont de pouvoir lutter contre les Chinois dans le cadre de la guerre économique actuelle et les Russes dans le cadre de la guerre géopolitique actuelle, géostratégique actuelle, en fait, ils ne veulent pas partir. Ils nous embrouillent et ils essaient de détourner l'attention. C'est pour ça que vous avez eu tous ces événements qui se produisent, qui se sont produits au Burkina Faso, etc. La vérité est que l'enjeu réel est que aujourd'hui, en fait, les Occidentaux ne veulent pas partir, ils veulent plutôt revenir en Afrique. Et ils veulent revenir en Afrique sous une forme plus pernicieuse, plus vicieuse que celle du 19e et du début du 20e siècle. Parce que là, maintenant, ils ont le choix. Soit périr, soit conquérir l'Afrique. Et dans un cas comme dans l'autre, à nous les Africains, de nous dire que le Mali nous parle. Le Mali nous dit, nous interpelle et nous demande à tous, messieurs, Monrovia ou Casablanca. Choisissez le choix. Et justement, c'est à nous de faire le choix. Pendant ce temps, docteur Jean-Paul Bellec, on pense toujours à la France. Pourtant, au Mali, il y a 30 000 soldats étrangers qui sont toujours stationnés dans le pays. N'est-ce pas un autre danger? Sachant qu'ils sont les amis de la France. D'accord. Mais est-ce que tu me permets de développer une idée? C'est votre droit le plus absolu, docteur. D'abord, Yam, tu m'as dit quelque chose tout à l'heure, tu l'as repris, mais ce qu'il voulait signifier, c'était que la présence d'une armée sur un sol qui n'est pas le sien, l'armée française au Mali, sans collaborer avec l'armée de ce territoire, s'appelle une force d'occupation. C'est ça qu'il a voulu dire. Donc il n'y a pas à dire est-ce que on s'en fout de est-ce que vous êtes là sur un territoire qui n'est pas le vôtre.
il y a une armée de ce territoire, vous collaborez pas avec. Vous faites quoi alors là? Non, c'est Vous l'armée occupez le d'occupation. terrain. Voilà. Ça s'appelle l'occupation. Donc Ne là- pas partir, c'est toujours rester occupé. Non, je dis qu'il faut être clair sur les choses, Steve. Il ne faut pas nous dérouter là. Ouais, ouais. C'est une armée d'occupation. Point. Tu veux quoi d'autre? Tu veux que je mette des points virgules? Non, 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 c'est votre... Non, mais point. Ça On se s'appelle- comporte avec Quand je dis moi, hein. occupation, je mets un point. Oui. Je n'analyse plus. C'est une armée D'occupation. d'occupation. D'accord. Oui. Bien sûr, non, on ne va pas les laisser occuper le terrain comme ça. Mais constatons d'abord le fait que... C'est une armée d'occupation. Mais je veux dire, ok, Macron... Mais qui a donné... Comment les gens, ils ont des noms comme ça, là? Macron croit que c'est grand, gros. Mais Simon, lui, il dit souvent, il entend Cron. Macron. Oui. Mais moi, je mettais mi-cron. Les minus, ce monsieur. Il est petit. Les Rothschild devraient avoir honte d'avoir choisi. Parce que quand ils l'ont pris, ils l'ont présenté comme quelqu'un de très intelligent. On a même sorti des diplômes en philosophie qu'il n'a jamais eu. Mais bon, tout est parti par là, quoi. Oh, oui. Mais Macron, c'est de tous les dirigeants français, y compris Sarkozy, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi minable que celui-là. Il est minable, ce monsieur. Parce qu'il a échoué sur toute la ligne. Il n'a plus... Non, il n'y a aucun risque de colonisation de l'Afrique. C'est le contraire. L'Afrique a échappé à toute forme de colonisation et à toute forme de déstabilisation. On ne peut plus retourner, c'est impossible. Parce que vous faites comme s'ils commençaient maintenant. Ils ont essayé. Non, ça fait longtemps qu'ils essayent, non? Le Congo, là, RDC, depuis combien de temps? Hein? Combien de morts là-bas? Il y a 10 millions de morts. Et les maladies, Ebola, Sida, Ouais. et tout ça a été promis pour l'Afrique. Tout. On a combien d'habitants? Et la population africaine diminue ou augmente? Elle augmente. Non, leur projet de colonisation, le djihadisme. Mais il y a des cartes américaines dans lesquelles ils se sont partagés l'Afrique déjà. Hein. Il y a des zones rouges, ça c'était pour les gens du Proche-Orient. Il y a des zones vertes, ça c'est pour eux, les Occidentaux. Chacun avait sa zone. Même la Russie, ils avaient donné une petite part à la Russie. Hein. Mais est-ce que c'est réalisé? Non. Même le Covid, ils nous ont promis qu'il y aurait plein de morts de Covid. Est-ce que c'est le cas? Non. Échec et mat. Et tu sais pourquoi, Steve? Non, je vais vous l'expliquer. Parce que nous sommes forts. Oui. Je l'ai tout dit. Le problème des Africains, c'est qu'ils ne réalisent pas qu'ils sont forts. Du coup, leur force sert aux autres. Si on veut un champion de boxe ou en France, on va chercher un Africain. Il y a un Ganou. Il va se battre pour la France. Même quand on n'a pas encore l'ancienneté, on lui la promet déjà. On veut tel champion, on veut un tennisman. Yannick Noah. Bref, même l'armée, tout. Hein? Même Jean-Paul Bellec, hein? Vous savez, sauf que moi je suis Camerounais 1000% et africain. Moi je n'ai jamais pris la nationalité française. Oh. Vous croyez qu'on ne l'a pas proposé plusieurs fois? Plus d'une fois. Oui. Et plus d'une fois, j'ai Dis non. refusé. Oui. Même étant tout petit, je refusais déjà. Là où mon papa réfléchissait encore, moi je lui disais, prends, mais tu ne me mets pas. Du coup, il avait fait une réunion de famille. Hein. Il a dit, ah bon? Je te justifie. J'ai justifié. J'ai dit, attends, les gens sont morts pour l'indépendance là. Mais non, maintenant, nous on va... Il a dit non, puisque tu as dit non, personne ne prend. Ceux qui ont voulu prendre là-bas, ça c'est les regarde. Ok? Donc, c'est échec et mat. Les Français ne savaient pas qu'ils pourraient avoir affaire de tels Africains. Mais parce qu'ils ne comprennent pas. Vous dites que les Africains ne lisent pas. C'est faux, c'est les Français qui ne lisent pas. Non, c'est vrai. Beaucoup de choses sont retournées. Mais mettons les choses en droit. Cheikh Anta Diop a dit, Yamin Timba, Cheikh Anta, tu connais Cheikh Anta Diop, non? Il a dit, la science est du côté de l'Afrique, que l'Europe a perdu la bataille scientifique. Cheikh Anta Diop l'a dit. Et c'est eux qui ne lisent pas. S'ils lisaient Diop, ils comprendraient qu'il vaut mieux commencer à négocier, peut-être pour sauver quelques petits avantages qu'on voudrait bien leur accorder, c'est même pas sûr. Bien sûr. Mais, parce que si on leur accorde aucun avantage, moi je dis, hein, si c'est moi le juge, je n'aurai pas de pitié. Et je dis que tous ceux qui auront à juger la cause occidentale, parce qu'on va finir par être les vainqueurs. Moi je dis, hein, on sera les vainqueurs. On n'a pas à avoir pitié d'eux. Est-ce qu'ils ont eu pitié d'une seconde? On n'aura pas pitié d'eux. Je dis, ces gens-là, ils n'auront pas assez de dettes. Ils vont travailler pour nous esclaves à vie. Et nous, on ne va pas décréter l'esclavage. Hein. Sauf que, à force de rembourser, ils n'en finiront pas de rembourser. On arrêtera pas de mettre des zéros derrière. Donc, ils vont bosser pour nous à vie. C'est ça qui les attend. Il faut leur dire ce qui les attend pour que, peut-être que maintenant, on commence à réfléchir. C'est ça que nous allons leur réserver. Parce que c'est nous, ils ont échoué. Pour Modibo Keïta. Oui. Modibo, cette émission, c'est sur Modibo Keïta. Justement. Mais c'est Modibo Keïta. Bon, Yam Timba. 3A. Même Omer. Peut-être toi-même aussi.
tout le monde a expliqué ici que l'OCRS a échoué parce que Modibo Keïta s'y était opposé. Mais c'est Modibo Keïta qui a rallié les Touaregs. Il y en a au moins une famille Touareg que je connais bien qui me l'ont révélé eux-mêmes, de par leur papa, qui était un collaborateur de Modibo Keïta. Donc ils savent au moins, s'ils nous écoutent, ils savent de quoi je parle. C'est Modibo Keïta qui a rallié les Touaregs, parce que les Français avaient déjà fait le sale boulot. Pour qu'au nord, les Touaregs se rebellent, pas une fois, mais se détachent du Mali. Il les a ralliés. Moi, je me souviens avoir fait une fois un voyage avec une troupe de musiciens maliens Touaregs, où c'est Tinaragen, chose comme ça, là. Je n'ai pas le nom exact, mais ça ressemble à ça. On se retrouvait à Casablanca, parce qu'on avait pris Air Maroc. Mais les Touaregs, là, ils étaient fiers de sortir leur passeport malien. D'ailleurs, la dame, j'ai fait le voyage avec elle, on était assis sur une des chanteuses, là. Oui. Et elle m'a expliqué que chaque fois qu'ils passent au Maroc, les Marocains se demandent comment ça se fait qu'ils sont maliens. Et il lui dit, mais oui, on est maliens et on est fiers d'être maliens. Moi, j'ai connu beaucoup de Touaregs, c'est mes frères. Ils sont fiers d'être maliens. Vous vous souvenez-vous du colonel Gamou? Gamou a lutté contre ces gens-là. Pourtant, les Touaregs. Et l'essentiel de ces troupes étaient des Touaregs. Il n'y avait pas que les Touaregs, mais l'essentiel. Ils ont lutté contre, ils ont résisté contre ça. On ne parle plus tellement de Gamou aujourd'hui, mais il a fait le combat lorsque l'armée malienne ne combattait pas. Et pourquoi l'armée malienne ne combattait pas? Moi, je vais vous dire une chose. Hein. L'armée malienne n'a jamais fait le combat. Non, sérieux, parce qu'on peut penser que les Maliens, ils n'ont pas tenu. Dès qu'il y avait un engagement de combat, ils fuyaient. Jamais, non. L'armée malienne n'a jamais fait le combat. À Aguelhok, par exemple, quand les gens du MNLA alliés aux djihadistes, Hakimi et consorts, après avoir quitté la Libye, arrivent au nord, là, à Aguelhok, mais c'est parce que les soldats maliens se sont retrouvés sans cartouche qu'ils ont perdu la bataille. Et vous savez ce qui s'est passé? Les survivants, là, ceux qui se sont rendus, tous ceux qui étaient noirs, on les a tués d'une balle. Tous ceux qui étaient Touaregs ont été égorgés. Parce qu'il y avait les Touaregs dans ce camp de l'armée malienne, puisque c'est des Maliens. Ils ont été égorgés. Tous les soldats Touaregs de Aguelhok qui ont été pris vivants ont été égorgés. Les Noirs ont été tirés d'une balle. Je suis sûr que j'ai utilisé ce terme pour que tout le monde le comprenne, non? Oui. Voilà. Bon. Parce que souvent, quand on dit Touareg, on oublie qu'il y a des gens qui sont la peau claire, il y en a qui sont la peau foncée, et que c'est un mélange. C'est une population issue d'un mélange. Mais, depuis tout temps, ils ont tous fait partie de l'Empire de Mali. Depuis leur présence au Mali. Donc, c'est pas un peuple étranger. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'armée malienne a tout manqué, soit de munitions, et le coup d'État de Sanogo était pour empêcher, justement, qu'il y ait cette guerre. Les Maliens, vous savez qu'à Sévaré, il y avait des jeunes Maliens, même des filles, qui allaient s'entraîner parce qu'ils étaient pressés d'aller en découdre les djihadistes au nord. Mais on ne les a jamais envoyés au combat. Les Maliens n'ont jamais fui la guerre, jamais. C'est parce qu'ils manquent d'équipement. La CEDEAO, n'oubliez pas, a mis l'embargo sur les armes. Ça veut dire que si aujourd'hui, l'armée malienne est équipée avec les Russes, mais c'est fini. Ils n'ont jamais eu peur de faire la guerre, ils n'ont jamais eu peur de défendre leur territoire. Et ils vont gagner, et c'est fini pour la France, définitivement. Parce qu'après le Mali, il y a le Niger, le Burkina d'abord. C'est fini. Et effectivement, moi j'ai écouté dans une autre chaîne panafricaniste que Macron disait qu'il partait. Il partait. Pour les raisons que vous avez citées, soit parce qu'il fuit devant les Russes, soit parce que, bon, hier encore il y avait une manifestation du peuple. Soit parce que le peuple leur demande de partir. En tout cas, ils vont partir. Et je dis que nous n'avons pas à craindre la colonisation. Nous en sommes sortis. Parce que nous ne nous retournerons plus. Maintenant, notre question pour nous, c'est juste prendre conscience de notre force, s'organiser, neutraliser les endocolons, construire le pays, véritablement. Et croire à nos énergies. Moi, Jean-Paul Bellec, moi là qui vous parle, je suis capable de beaucoup de choses en science. Qui m'a utilisé? Qui m'a même permis seulement de former quelques-uns? Mais pourtant, je suis là avec vous. Je suis là tout le temps. Vous voyez, je fais le modeste, je ne dis rien. Mais si je devais sortir des cartouches, dire des choses, même pour la guerre, est-ce qu'il y a... Mais attendez, mais vous connaissez ma formation? Je suis docteur en astrophysique, je suis le seul du Cameroun encore. Comment ça se fait que je suis content d'être le seul? Depuis combien de temps j'ai eu mon diplôme? Comment ça se fait que je suis encore le seul? Le problème, c'est que nous avons des endocolons. Et le président Madame Kani m'a expliqué une chose. Parmi les collaborateurs, par exemple, Paul Biya, il ne les a pas tous choisis. Oui.
Oui. Parce que j'entends là, pour le Covid-Gate, que oui, c'est le collaborateur Colbia. J'entends, oui, même des gens que je connais bien, hein, que toi-même tu connais. Mais non, ils n'ont pas tout choisi. Et c'est les mêmes endocollants qui font qu'un Jean-Paul Bellet ne peut pas être utilisé. Donc, ça veut dire que tant que des gens valables ne seront pas là où il faut, à la bonne place, et que c'est les médiocres qui y sont, ça voudra dire que les endocollants ont prise. Bien sûr. Merci. Mais ce n'est pas ça qui va nous empêcher de gagner à la fin, Steve. Pas du tout. Nous avons une passion. C'est comme à la guerre, on te dit ne bouge pas. Même si ça tire comme quoi, tu ne bouges pas. Donc tu restes à ton poste. Personnellement, je sors mon poste, j'attends. Voilà, tu ne bouges pas. Voilà. Messieurs, plus que 8 minutes, nous allons donner la parole à nos téléspectateurs. On va se tourner vers vous, hein, Omer Seda. Omer Seda, la France déclare qu'elle veut partir, qu'elle n'aura plus d'opérations militaires avec les FAMA, les forces armées maliennes. Mais, pendant ce temps, il faut le dire, les manifestations se multiplient. Je suis le seul Malien pour exiger, pas demander, le départ sans condition de la France. Mais, pendant ce temps également, eh bien, on parle d'attaques terroristes du côté du Mali, du côté du Burkina Faso. C'est comme si la France ne voulait pas partir. Un gros chantage, une manipulation, une arnaque. Je vais devoir vous répondre en sortant du chemin grandiloquent. Oui. Moi, je voudrais qu'on explique les choses de façon très simple. Parce que ceux qui nous écoutent n'ont pas notre hauteur pour comprendre les choses comme elles devraient être. Je pense en quelque sorte que nous sommes là dans un chemin. Nous avons un éleveur, quelqu'un qui a ses chèvres dans un village, oui, et qui est de temps en temps menacé par une panthère qui est en forêt, qui vient de temps en temps dévorer quelques chèvres. Oui. Et il y a là un chasseur qui a des armes sophistiquées, qui se propose d'être garant de la sécurité de cet éleveur. Mais curieusement, quand ce chasseur vient avec tout ce qu'il a comme logistique pour protéger ce pauvre éleveur, il se rend plutôt compte qu'en fin d'année, il perdait 100 chèvres, mais avec le protecteur, il se retrouve à perdre 1000 chèvres. C'est paradoxal. Je voudrais que nous fassions comprendre à ce peuple de Kigali, de Tombouctou et de Gao qui nous écoutent, qu'il ne s'agit pas de rentrer dans un chemin de géopolitique. Il faut simplement comprendre que l'armée française au Mali représente une menace pour le peuple malien. La preuve, de 1968 à 2021, 53 ans, oui, avec toutes les opérations militaires dans, oui, cette zone, le Mali a connu 4 coups d'État. Le Mali est dans l'instabilité. Comment peut-on donc croire en ces gens qui disent être des protecteurs, qui disent lutter contre le terrorisme, mais dont la présence favorise plutôt le terrorisme? Lorsque je l'ai dit, Steve Ghost, pour sortir très rapidement parce que le temps nous tient par la gorge, nous ne cesserons de le dire. Ce qui se passe au Mali, c'est la guerre du contrôle des minerais, du sous-sol. Oui. Le reste, ce que nous appelons terrorisme, djihadisme, coopération militaire, ce sont des thèmes creux, ce sont des thèmes de Paris. La vérité, c'est qu'il y a l'uranium du Niger, il y a l'or du Burkina Faso, il y a le pétrole de la Mauritanie. Et comme je l'ai dit d'entrée de jeu, les Occidentaux sont des prédateurs par essence. Ils veulent venir prendre de façon gratuite. Et il n'y a pas meilleure façon pour eux d'y parvenir que de pouvoir procéder par le chantage. Ils disent être là pour la sécurité, mais au fond, ils sont plutôt là pour attiser l'insécurité afin de pouvoir... Et j'ai cru voir, si vous permettez cette peut-être confusion, j'ai cru voir quelque part des militaires servir plutôt d'ingénieurs d'extraction. Oui, on a eu des images comme ça. J'ai vu des images, pareil. Mais c'est tout dire. En quelque sorte, oui, tant que nous autres Africains n'allons pas comprendre que le temps n'est plus celui des débats creux, oui, il faudrait déjà commencer à comprendre que battre monnaie est un impératif. J'ai eu dit que la Banque mondiale, le FMI va chercher à asphyxier. Mais si nous restons toujours dans ces organismes internationaux, c'est Paris, c'est Londres, c'est Washington, c'est New York qui décide. Ben, nous avons choisi de nous enchaîner. Il faut comprendre aujourd'hui que nous sommes libres. Nous sommes des peuples intelligents et il faut prendre en main notre destin en disant simplement, pas à la France de s'en aller, mais d'aller immédiatement. À l'entrée, je vous ai fredonné une chanson de Alpha Blondy. Oui. Armée française, allez-vous-en. Mais quand ils disent qu'ils vont cesser la coopération, qui leur a dit qu'on a besoin de ces coopérations? On leur dit, allez-vous-en. Votre présence n'a pas empêché les coups d'État répétitifs. Votre présence n'a pas empêché l'insécurité dans ces zones. Mais à quoi nous servirait cette coopération? Une coopération qui nous aide plutôt à renverser les chefs d'État,
Une coopération qui nous aide plutôt à nous installer dans une instabilité fréquente, continuelle. Non, je pense que l'heure est venue de dire l'Afrique peut prendre son destin en main. Et prendre son destin en main, c'est aussi chercher déjà à développer une capacité militaire. Le docteur Yamtima l'a dit, le Brésil. On ne peut pas être dans un monde, ou du moins dans un continent qui est un scandale géologique, avec tout ce que cela comporte comme richesse, et croire que les bienfaiteurs viendront de l'Occident pour nous aider. Non, ils sont là pour le pétrole, ils sont là pour l'or, ils sont là pour l'uranium. Et tant que nous n'allons pas avoir la capacité de riposte pour dire à l'armée française, si vous attaquez à nos peuples, nous allons répondre, nous allons rester toujours là pleurnicher et ils vont continuer dans leur sale besoin. Et pendant ce temps, nous allons dire bon après-midi à la censure. Parfois, il y a le noir, mais on entend les voix et parfois les images s'arrêtent. Et finalement, on entend absolument rien. Bonjour la censure, bienvenue. Albert Anatola, ici aux dernières nouvelles, la France est en train de mener des opérations militaires dans le nord du Mali pour capturer des hommes avec lesquels, enfin, les hommes qu'elle a qualifiés au départ de djihadistes et avec lesquels elle a travaillé pour que ces derniers ne la trahissent pas. Aux dernières nouvelles, l'information vient de tomber. Oui, vous me tendez là une très belle perche. Oui. Parce que je voudrais rester dans le contexte. C'est-à-dire qu'il voudrait que M. Macron décide de ne plus permettre aux forces armées françaises d'engager des opérations conjointes avec l'armée malienne par le fait qu'il y a un courant djihadiste, c'est le terme, qui est en train de prendre le pouvoir de ce côté-là, de s'imposer du côté de Bamako. Lorsqu'il parle d'un courant djihadiste, M. Macron fait allusion au groupe de soutien de l'islam et des musulmans, qui est constitué de Touaregs, et il faut le dire, et qui a permis la libération, il faut le dire, de l'otage franco-belge Sophie Pétronin, je pense. Oui. Et Soumaïla Cissé de Groupe Mémoire, entre autres. Et c'est ce groupe, c'est le GSIM que M. Macron voudrait contester aux autorités de transition malienne, de constituer une sorte, justement, de force politique au Mali. Parce que lui estime que ces gens-là, c'est la peste. Pour faire simple, Macron ne voudrait pas négocier avec des terroristes. Alors que les autorités de transition pensent qu'il faut négocier avec ces gens parce qu'il s'agit, avant toute chose, des Maliens, même s'il y en a qui ont une double nationalité, c'est-à-dire ceux qui viennent du côté de l'Algérie. Alors, c'est donc là où le débat achoppe. Et il faut également comprendre une chose, que pendant que Paris interdit aux autorités de Bamako de négocier ou bien d'engager un dialogue dans le cadre, n'est-ce pas, des accords d'Alger, des accords de paix et de réconciliation d'Alger, Paris était en train de négocier sur le terrain, j'allais dire, de dialoguer sur le terrain avec les éléments du MLA. Je pense que c'est le mouvement national pour la libération de l'Azawad, je pense qu'il s'agit de ça. Pardon, négocier donc sur le terrain avec ces gens avec qui ils discutaient, c'est-à-dire qu'ils parlementaient. Ça me paraît quand même contradictoire. Quoi qu'il en soit, l'information que vous me donnez ne relève que de la perfidie coutumière, n'est-ce pas, de Paris. C'est-à-dire le double jeu. Sur la table, on vous dit une chose, mais sur la table, il se passe autre chose, tout le contraire. Oui. Quoi qu'il en soit, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut le dire, dès lors que vous avez 30 000 hommes sur un territoire étranger qui ne vous apporte pas la solution escomptée, pas de la solution sécuritaire escomptée, il faut les évacuer, il n'y a pas que Paris, parce que en réalité, Macron ne peut pas permettre à ses forces de partir du Mali pour au moins deux raisons. La première, c'est le Mali, comme la plupart des autres pays, notamment de la zone, constitue un enjeu géostratégique. Tout à l'heure, mes différents co-panélistes ont évoqué les questions de ressources minières, c'est-à-dire les ressources naturelles. Oui. Deuxième chose, c'est Paris qui a convaincu ses alliés de l'OTAN de l'accompagner sur ces opérations-là
La preuve, vous avez évoqué les forces italiennes, suédoises, estoniennes et tout ce qui va avec. Allez-y. Italiennes, entre autres. C'est pareil qu'ils les a convaincus. Il ne faut pas aller seul, il faut venir me soutenir. Vous avez également les Américains qui sont là, à travers le renseignement. Donc, comment va-t-il faire avec ces gens-là? Mais en même temps, il est question, dans son propre territoire, sur son propre territoire, autant pour moi, de régler cette question sur le plan politique parce que, vous le savez, Macron n'a pas obtenu un mandat parlementaire pour engager les militaires de ce côté-là. Il faut donc expliquer aux Français le rôle ou bien la mission des militaires français sur un territoire étranger. Je pense que ce n'est pas Mélenchon qui me dit le contraire. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce que Paris fait à travers Macron, c'est du chantage, c'est de la désinformation, parce qu'il n'a pas le moyen. C'est vrai que sur le plan, lorsque vous avez une économie, je parle de l'économie française, vous avez quand même... 2500 milliards d'euros de dette. Là, c'est la dette. Lorsque vous avez un excédent, je crois que c'est un excédent budgétaire qui tourne sur 9,4 milliards, n'est-ce pas, de 9,4% de votre PIB, PIB, il y a quand même un problème. Ça veut dire que vous êtes en crise. Donc, je pense qu'il y a quand même un problème. Paris n'a plus le moyen de ces enjeux, de ces objectifs, n'a plus les moyens de ses ambitions. Bon, aujourd'hui, il faut faire quoi? Bon, il faut faire de la surenchère, il faut désinformer. Moi, je pense, et je voudrais rejoindre Dr Mbelek. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est la posture des Africains. C'est ce qui est important dans cette affaire. Et cette posture doit être celle des patriotes. C'est des nationalistes qui doivent avoir une position tranchée sur la question. C'est-à-dire, non négociable. On vous dit, monsieur, mettez-nous un peu, on veut un peu d'air. On veut un peu d'air. Maintenant, peut-être vous reviendrez dans le cadre de notre formule peut-être de coopération, mais de partenariat, on va voir. Mais on veut un peu d'air. C'est ça qu'il s'agit. Donc, pour terminer et pour chuter, ce qui se passe du côté du Burkina Faso, ça devrait nous interpeller. Parce que là, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont créer notre front d'insécurité. D'insécurité, pour être rappelé. Pour justifier leur présence, comme d'habitude, parce que ce qu'ils vont faire, oui. Ils vont faire la même chose du côté Mali, c'est-à-dire, lorsque vous avez quand même une armée qui tue les soldats, des soldats qui sont présentés comme étant des otages des terroristes, je crois qu'il y a quand même un problème. Messieurs, permettez-moi de répondre aux messages et surtout au téléphone. Eh bien, le numéro de téléphone, ça s'affiche au bas de votre écran. Vous pouvez nous appeler désormais. Le standard est ouvert et j'espère que vous allez nous avoir en passant justement par WhatsApp parce qu'apparemment, lorsque vous nous appelez en direct, on vous dit que ce numéro n'existe pas. Allez d'ailleurs savoir ce qui se passe de ce côté-là, savoir que le numéro de DBS n'existe pas alors qu'il s'affiche au bas de vos écrans. Messieurs, permettez-moi de lire les messages des uns et des autres cet après-midi. Bonjour DBS. Nous allons solliciter des docteurs comme Jean-Paul Mbelek et Amoun Timba au Congo-Brazzaville. On est prêt. Je suis aussi matheux, mais les étudiants formés par le docteur Mbelek sont les plus chanceux du monde. Nadrine depuis Pointe-Noire au Congo qui ont besoin de vous, messieurs. Et puisque le téléphone commence à sonner, prenons nos téléspectateurs. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Aboulou Siressila, depuis le Sénégal. Depuis le Sénégal, on vous écoute. L'accord de l'émission maintenant, quoi. On vous écoute. Oui. Je vous salue donc, du travail que vous êtes en train de mener. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire souvent, l'alerte, l'éveil, la conscientisation, donc face aux nouveaux défis, donc qui consiste à dessiner les chaînes de l'impérialisme, du néocolonialisme. Donc, nous vous remercions donc, et nous disons que vous êtes sur le bon chemin. Comme le Dr Mbelek l'a dit, l'Afrique regorge de potentiel donc, de personnalités donc, qui sont donc, des personnes qui peuvent donc, dans tous les domaines donc, s'imposer. Je remercie à tous les petits plateaux pour dire que le travail que vous faites est un travail noble. Un travail digne d'un Africain, d'un panafricain. Donc, concernant l'objet du jour,
Donc, le Mali, comme je l'avais rappelé la fois passée, la gifle que la France a reçue auprès de la Centrafrique, donc auprès de la Russie, donc voyant cette même gifle donc venue auprès du Mali, donc raison pour laquelle comment dirais-je, Macron, donc pour se débarrasser très tôt de ne pas encore recevoir cette gifle, donc veut tout simplement donc s'empresser de plier les bagages et d'abdiquer. Donc c'est triste, hein, c'est triste du côté du Burkina Faso. Donc nous présentons tous nos condoléances à toutes ces personnes, toutes ces familles donc, qui sont endeuillées donc, par le manigance, par le Satan français. Donc pour dire aux gens là qui ont été, comment dire, qui ont subi cette atrocité. Donc nous leur présentons tous nos condoléances, nous compatissons. Donc pour dire que le combat sera rude et que beaucoup de sang sera versé pour que nous puissions nous libérer. Comme le docteur Mbelek l'a dit, nous sommes en guerre. Et quand vous êtes en guerre, donc des vies vous êtes obligé de sacrifier pour gagner pour avoir la victoire. Donc je vous remercie encore donc du travail d'arrache-pied que vous êtes en train de mener du jour au lendemain, donc sans répit. Donc vous êtes sur la bonne voie et nous sommes derrière nous les jeunes. Donc nous allons vous suivre. Donc pour que cette Afrique-là puisse être libérée et que les chaînes puissent être déchaînées. Et je remercie à tous les panélistes et tous les gens qui sont en train de suivre divers partout à travers le monde. Je vous salue. Merci à vous également qui nous regardez du côté du Sénégal et surtout toutes nos condoléances au peuple burkinabé qui a perdu d'ailleurs plus d'une centaine de civils. Toujours au téléphone, ça sonne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, monsieur Steve Goss. Ici c'est monsieur Fanchou depuis les États-Unis. Monsieur Fanchou depuis les États-Unis. Tu as fait une semaine à Nord. Moi j'appelle ça la semaine à Nord et tu clôtures ça avec un but pas possible comme on dit chez nous les footballeurs. C'est pas possible ça. Vous êtes en direct. Sorry. Vous êtes en direct là, les gars. C'est vrai que si je dis c'est moi qui vais partager les émotions, moi je ne suis rien, mais là j'apprécie tellement le plateau depuis la semaine que je dis seulement bravo les gars, continuez seulement, nous on va seulement vous supporter. Bon. On vous a compris, Fatou. Ok, bon dimanche à vous également. Merci de nous avoir appelés. Bah, c'est pas Steve Goss qui a le plateau, les gars. Appelez directement. Et comme ça, on va vous suivre. Toujours au téléphone, ça sonne. Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Bonsoir, bonsoir Steve. C'est Philippe Vianney, depuis la Californie. Vianney depuis la Californie. On vous écoute. Oui, Steve, la dernière fois, dimanche passé, lorsque j'ai appelé, j'ai oublié de mentionner quelque chose. C'est juste une suggestion. Hein. Oui. J'ai eu une conversation avec une amie ougandaise ici aux États-Unis et nous étions en train de parler par rapport au problème de l'Afrique. Quand je lui ai parlé de la Centrafrique, elle m'a fait comprendre que non, la Centrafrique est calme et tout. J'ai eu une larme qui a coulé dans mes yeux. Donc, la suggestion, c'était que, pardon, pour les débats panafricains comme nous faisons, si vous pouvez, même si c'est un transcript, traduire ce que nous disons en anglais pour que les gens soient un peu plus connectés, parce que les gens qui parlent en anglais en Afrique sont totalement déconnectés des réalités qui se passent en Afrique. Mais maintenant, concernant le thème du jour, moi, ce que je ne comprends pas sur la France, c'est regardez l'exemple d'un bandit qui entre dans votre maison. Et lorsque vous dites que vous allez appeler la police, vous dites que si vous appelez la police, lui va partir. Ça, c'est tellement incompréhensible. Je ne comprends pas. Ce que ces Français viennent faire, ce qu'ils font en Afrique, ça c'est tellement terrible. Donc, nous allons les combattre.
Fais quoi, ils vont partir. Qu'ils montent ou qu'ils descendent, ils vont partir. Moi, j'ai dit à ma femme, je vous ai dit ça la dernière fois, que lorsqu'ils entrent au Cameroun, qu'ils veulent combattre le Cameroun, quoi que ce soit, moi, je descends en Afrique. On va tous aller mourir. On va abattre ces Français, non pas les Français, la France. Parce que moi, ce sont des institutions. La France, elle doit quitter l'Afrique, c'est impératif. Il n'y a même pas à négocier. Donc, merci beaucoup pour ce que tu fais, Steve. Un grand bonjour à mon assureur triple A. Bonjour à Dr Yambé Timba. Bonjour à Dr Mbelek et bonjour à Omer. Félicitations pour lui. Bienvenue dans la maison. Merci, bye bye. Merci à vous également, Vianney, depuis la Californie aux États-Unis d'Amérique. Merci de nous suivre tous les matins. On a pris votre suggestion et on espère justement que prochainement, chaque fois que nous mettrons des thèmes, nous les mettrons également en anglais. Au téléphone, bonsoir. Allô, bonsoir. Le téléspectateur ne nous entend pas bien. Nous allons prendre un autre rapidement pour pouvoir compenser. Le standard reste et demeure ouvert. Nous allons prendre un autre rapidement. Au téléphone, ça va sonner. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est Kwame depuis la Nouvelle-Calédonie. Bonsoir Kwame, voilà. Bienvenue à vous. Et je voulais saluer le plateau simplement pour une fois que je peux voir le feu vert, parce qu'il est tard ici. Bon ouais. Il est quelle heure là-bas? Il est 1h43. 1h43. Merci à vous Kwame. Vous avez une réaction? Allons-y, on vous écoute. Non, c'est pour dire que vraiment, je soutiens le plateau. Les exposés de Jean-Paul Bellec étaient vraiment lumineux ce soir. Et enfin, ce soir pour moi, j'ai beaucoup aimé toutes les analyses qui ont été proposées. Et c'était très agréable, quoi. Voilà, pour encourager le travail qui est fait. Merci beaucoup, mais je rappelle que vous êtes un fidèle téléspectateur, que vous nous suiviez toujours sur les réseaux sociaux et que du côté de la Nouvelle-Calédonie, vous êtes en plein mouvement pour demander justement l'indépendance de votre nation. Toujours au téléphone, allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle? Bonsoir. Oui, le frère Ali depuis le Togo. Ali depuis le Togo, on vous écoute. Oui. Bravo au plateau et au panélistes. On vous écoute. On a des problèmes de communication avec cet appelant. On espère justement qu'il va revenir plus tard pour terminer avec cette édition. Au téléphone, bonsoir. Salut mes frères. Bonsoir. Comment vous allez? Nous allons bien. Comment est-ce qu'on vous appelle? J'appelle depuis New York, je m'appelle Ibrahim Konaté. Ibrahim Konaté depuis New York, on vous écoute. Ok. Il y a quelque chose que les Africains doivent comprendre maintenant. Lorsque ça chauffe au Mali, le président burkinabé ne dit rien. Il n'y a pas de soutien. Il se retrouve au niveau de la CEDEAO où ils sont les plus manipulés là-bas par les mêmes Français. Moi, je dis les Français. Pour moi, ce n'est pas question de dire que c'est l'institution. Ce n'est pas ça. C'est la population française qui élit ces dirigeants qui viennent nous semer la merde. Donc, nous, on leur dit de dire à ceux qu'ils ont élus de laisser l'Afrique tranquille. On n'est pas un champ, on n'est pas un champ pour des Européens. Ils viennent tuer des centaines de personnes. Je ne sais pas. Quoi dire qu'ils ont des drones qui peuvent rester en haut à l'heure de 22h, 23h, du n'importe quoi. À quoi c'est ces drones? Reprenez ces drones-là, amenez chez vous en France. Nous, on va gérer nos affaires à l'africaine. Avant, quand le case de ton voisin brûlait, le voisin intervenait. Et ça allait bien. Il y avait la cohésion, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Mali. Il y avait la cohésion. On savait comment nos ancêtres vivaient. On a l'histoire en face de nous. C'est de leur arrivée qu'on a eu tous ces problèmes-là. Dites-moi, monsieur, où la France a intervenu une seule fois et il y a eu la paix. Dis-moi un seul exemple. Il n'y a pas d'exemple. Regardez ce qui s'est passé au nord du Burkina Faso. On est à l'aventure, on ne peut pas dormir. On est à l'aventure parce que ça ne va pas chez nous.
Si ça va chez nous, qui ose venir à l'aventure? Tout le monde aimerait vivre chez lui, mon frère. Dites-leur de prendre leur chat. Imaginez, j'ai un point à vous donner. Ça fait la honte de l'Afrique et ça fait la honte des dirigeants africains. La France qui est au Mali, qui dit qu'il va suspendre ses activités militaires avec le pays d'accueil. On n'a pas besoin de suspendre. Il faut juste prendre tes chars et tes avions et tes drones et rentrer chez toi à Paris. On n'a pas besoin que tu suspendes. C'est au Mali de dire qu'ils vont suspendre la coopération militaire avec la France. Ce n'est pas à la France de dire au Mali qu'ils vont suspendre quoi que ce soit. Tu ne peux pas venir chez moi dans ma maison et m'imposer et me dicter tes lois ou je ne sais pas ce que tu veux, tes désirs. Ce n'est pas normal. C'est au Mali de dire qu'ils vont suspendre la coopération militaire avec la France et non à la France de dire qu'ils vont suspendre leur coopération militaire. Et tous les pays voisins se taisent, personne ne dit. Tous les présidents doivent se lever comme un seul homme et dire la France, nos populations ne veulent plus de vous, allez-y, c'est vous. Ça, c'est pas la guerre, ce n'est ni rien. Si on ne te veut pas, on ne te veut pas. On est libre. On est libre. C'est tout ce que je voulais dire. Vraiment, je vous remercie. Merci à vous également, Ibrahim Kounaté, depuis New York, aux États-Unis d'Amérique, d'avoir participé à cette édition. On vous a suivi et je pense que la terre entière vous a également suivi cet après-midi. Au téléphone, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Cet appelant des difficultés à nous avoir, nous allons en prendre un autre rapidement. Au téléphone, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? On m'appelle le Sam de Bois. On vous écoute. Ok, moi je voulais intervenir par rapport. Nous n'avons pas besoin de la place. Alors, le véhicule était de. On a de sérieux problèmes à avoir cet appelant. On va prendre un autre rapidement au téléphone. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est Samba depuis l'Allemagne qui vous appelle pour la thématique très intéressante que vous faites aujourd'hui et le panel qui est vraiment très riche avec les analyses de Dr Yakiba et Dr Melek qui sont vraiment exceptionnelles. Donc, vraiment, en fait, ce qu'il y a à dire par rapport à ce qui se passe au Mali, je pense que le gouvernement malien devrait rappeler son ambassadeur qui se trouve en France et demander à l'ambassadeur de la France qui est au Mali de rentrer lui tant que les bases militaires ne quittent pas. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faudrait vraiment être très, très, très dur avec eux parce qu'en fait, ils sont sans pitié avec le peuple malien et puis ce qu'ils font, ce n'est que mensonge et fourberie. Et donc aujourd'hui, il est vraiment temps de rentrer dent pour dent. Donc je ne vais pas monopoliser le plateau parce que l'intervention de Timba est trop. Et donc, votre émission. Je vous remercie beaucoup pour le travail que vous faites. Merci et bon dimanche à tous. Bon dimanche à vous également, Samba, depuis l'Allemagne cet après-midi. Au téléphone, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle? C'est Diallo Mamadou du côté de Luanda. De Luanda, on vous écoute. Bonsoir, monsieur Steve. Bonsoir à tout ton panel, sans exception. Bonsoir aux panélistes qui ne sont pas sur le plateau aussi. Monsieur Steve, je pense que le peuple africain devrait tenir le bon bout de l'histoire pour sortir enfin de l'esclavage moderne. Je pense que les peuples africains devraient avoir le courage du Burundi. C'est un petit pays, mais qui a regorgé des grands hommes qui ont réussi à foutre l'ambassade de France hors de son territoire. C'est à partir de cet instant que le Burundi a pu s'imposer. Le peuple burundais a pu vivre, a
libre avec ses dirigeants. C'est le moment que les pays africains devraient se lever ensemble, tous les pays de la CEDEAO, les pays de l'Afrique centrale devaient se mobiliser le même jour devant les ambassades françaises pour réclamer le départ des Français sur le sol africain. Je pense que le seul Burundi qui a eu ce courage, pendant que les dirigeants maliens ont le courage d'affronter ces fainéants français, voilà, ce sont ces Mali qui se sont réunis pour continuer à asphyxier le Mali pour qu'il devienne plus que, je ne sais même pas comment dire. Monsieur, il est temps que nous Africains, nous mettons ensemble pour mettre la France dehors. J'apprécie beaucoup monsieur Yam Timba. C'est un monsieur qui devrait être dans les cercles où on prend les meilleures décisions pour les États africains, non pas seulement pour le Cameroun. C'est quelqu'un qui devrait être dans l'obscurité pour frapper l'ennemi au lieu d'être sur le plateau d'Afrique, sur le plateau de DBS à se faire des ennemis. Merci monsieur Steve, bonne continuation et bonne suite de programme sur DBS. Merci à vous également de nous avoir appelés depuis Luanda cet après-midi. On va arrêter justement avec les appels cet après-midi parce que c'est pas facile d'avoir justement tout ce moment-là. Vous souriez, hein? On aimerait vous avoir dans l'ombre pour frapper l'ennemi que d'être dans la lumière pour vous faire des ennemis. On vous l'a dit, j'espère que vous avez su. Vous avez suivi. Messieurs, c'est ici que va s'achever cette autre édition de Feu Vert. Merci Dr Yam Timba d'avoir été là cet après-midi. Merci beaucoup. Les utilisateurs sont d'ailleurs très nombreux. Il nous fallait encore peut-être 1 heure de temps encore pour continuer cette édition. Mais nous allons nous arrêter là pour revenir demain matin en grande forme. Albert Natola ici, merci d'avoir été là. Merci, c'est fait un plaisir. Et sans oublier Omer Seda, qui est tellement très apprécié maintenant, qui est entré dans la cour de DBS. Merci d'avoir été là cet après-midi. Au plaisir, au plaisir. Au plaisir. Et sans oublier à vous, docteur Jean-Paul Bellec. Merci d'avoir été là cet après-midi. Si tu me permets, Steve, il y a un de nos téléspectateurs qui va faire en sorte qu'on va se réunir tous ensemble tout à l'heure. Compte tenu de son potentiel d'État révolutionnaire, le Mali va s'attirer les bonnes grâces des deux grandes puissances, à savoir l'Union soviétique et la République populaire de Chine dès les premières années de son indépendance. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.